discuter avec Pierre-François Souiri, je crois qu'il est avec nous d'ailleurs, et qui va pouvoir nous rejoindre. Alors bonjour Pierre-François Souiri, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, oui, ça va, très bien. Et Ah, vous? super. Eh ben, écoutez, ça va très bien. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Comme je disais, moi, je vous ai connu d'abord à travers vos livres, vos écrits. Du coup, vous avoir en émission comme ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité, en tout cas, et de participer à cette émission que je découvre en même temps que je parle. Eh ben, écoutez, c'est parfait. C'est vrai que vous m'avez dit, je ne connais pas du tout Twitch, mais j'ai trouvé ça super sympathique de votre part de vous dire, bah, écoutez, c'est vrai que je fais des plateaux radio, je vais faire ce genre de choses d'habitude, mais vous savez quoi, je me fais piquer par la curiosité et puis je vais voir ce que c'est, je vais discuter. Et puis vous étiez même plutôt force de proposition sur certaines choses. Vous avez dit, moi, si on peut éviter la conférence, c'est mieux de discuter, etc. J'étais en mode, mais tout à fait, c'est très intéressant. Donc j'en suis vraiment content et je suis très content que vous ayez accepté l'invitation avec nous aujourd'hui. Pierre-François Souiri, j'avais envie de revenir avec vous sur pas mal de choses finalement. Au début, comme je le disais à l'audience qui nous rejoint et les gens qui sont dans le chat, qui nous suivent, j'avais envie de revenir avec vous sur une période en particulier. Je vous avais parlé de l'époque Kamakura, mais je me suis dit, est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de discuter de l'histoire du Japon de manière générale, parce que finalement, on n'a pas des outils. C'est vrai que c'est un pays qui nous semble lointain, dont la culture nous touche un petit peu de plus en plus par Internet, par les jeux vidéo, par les mangas, les animés, comme je le disais, mais qui, quand on remonte en amont, eh ben, on l'apprend pas à l'école. Assez peu aussi, finalement, dans les cursus universitaires. Et donc, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous de ça. Et justement, j'avais envie de commencer par ça. Comment est-ce qu'on devient intéressé par l'histoire du Japon? Parce que je ne sais pas quel est votre cursus, mais c'est vrai que les cursus universitaires traditionnels ne nous amènent pas forcément vers des pays étrangers tout de suite, en tout cas. Écoutez, c'est à la fois très simple et très compliqué. Oui, j'imagine. Mais on a le temps, écoutez. Vous avez parfaitement raison de souligner le fait que l'histoire du Japon, et d'ailleurs l'histoire d'un grand nombre de pays non européens, non Mhm. occidentaux, est absente de nos manuels scolaires, sauf quand elle rencontre l'histoire de l'Occident, justement. C'est vrai. Donc, par exemple, on apprend l'histoire de l'Égypte ancienne parce qu'elle est censée être à l'origine de notre propre civilisation avant la Grèce. Et puis l'Égypte, vous l'avez remarqué, disparaît complètement avant de réapparaître au moment de la conquête de l'Égypte par Napoléon C'est Bonaparte vrai. dans les premiers, à la fin du 19e, à la fin du 18e, au début du 19e siècle. Donc, et puis à nouveau, elle redisparaît. Hein, et puis elle Mhm. revient peut-être, dans le meilleur des cas, avec la nationalisation du canal de Suez en 1956, et puis à nouveau redisparaît. Bon, bref, on est dans des séquences qui sont quand même assez curieuses du point de vue de l'enseignement général de l'histoire. Alors dans le cas du Japon, c'est encore pire, puisque le Japon n'a jamais été en contact avec l'Occident, sauf un petit peu au XVIe siècle, et puis Mhm. surtout à partir du XIXe siècle. Mais la plupart de l'histoire japonaise s'est déroulée sans influence directe, en tout cas, entre le Japon d'un côté et l'Occident de l'autre. C'est Les vrai. influences qui existent sont très récentes en réalité. Bah, c'est vrai, et vous avez tout à fait raison de dire ça, parce qu'en fait, moi, quand je réfléchissais à quand est-ce que la première fois que j'ai l'impression qu'on m'a parlé du Japon quand j'étais au collège ou au lycée, c'est 1941, Pearl Harbor, le Japon bombarde les Américains. Voilà, Et voilà, c'est et le ça. Japon sort d'une sorte de voile un petit peu sombre de l'Orient, et puis voilà, le pays est arrivé là, et derrière, il y a des méchants militaires avec un empereur qui semble déconnecté de la réalité. C'est un petit peu comme ça qu'on nous l'a vendu. Donc cette vision, évidemment, est très problématique parce qu'elle ne nous aide pas à comprendre la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, on parle du Japon ce soir, mais on Mhm. pourrait parler de la Chine, de la Corée ou de certains pays africains aussi. Bon, bref, on a quand même une vision très occidentalocentrique des choses, même si des historiens de plus en plus nombreux cherchent à montrer au contraire Mhm. l'importance relative, culturelle, économique, politique, sociale des civilisations extra-européennes qui, évidemment, maintenant, avec le réveil économique, notamment de la Chine et de l'Extrême-Orient en général, nous interpelle, nous oblige évidemment à réviser nos schémas de pensée. C'est un peu le travail que je me suis efforcé de faire depuis pas mal d'années maintenant, parce que je suis tout jeune. Alors, pour répondre à votre question sur le fond, pourquoi je me suis intéressé au Japon, bon, c'est une série en fait De comment dire, rencontres. de rencontres, de hasard aussi. Euh, je me souviens très bien que à l'époque, quand j'étais lycéen, il y avait ce qu'on appelait le ciné-club. Ah, d'accord. À l'époque, il y avait la télévision, bien sûr, mais il y avait
Il y avait très peu de films et pas du tout, évidemment, comme aujourd'hui, floraison de possibilités. Et donc, je me souviens, tous les mercredis soirs, je crois, ou les mardis soirs, je ne me souviens plus, où on avait un prof qui s'occupait du ciné-club et qui nous projetait des films tout à fait étonnants, tout à fait remarquables. Et une fois, donc, il avait projeté Les Sept Samouraïs. D'accord. Et de Kurosawa, donc, qui est un film qui date du début des années 50, qui est un des grands films, disons, de la grande période, quoi, du cinéma japonais. Et alors moi, j'avais vu ça, je vais être en troisième, je crois, ou en seconde. Là, on est vraiment, quand on a une découverte, ça nous prend complètement. C'est le genre de période, quoi. Ça avait été fascinant pour moi, et j'étais d'une grande naïveté parce que j'étais un gamin, et un jour ou deux plus tard, le prof d'histoire de ma classe avait assisté à cette représentation. Et je lui avais dit, monsieur, je ne sais plus quoi, on parlait de la Révolution française, il m'avait dit, vous ne pouvez pas consacrer un petit peu de temps à nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire japonaise. Oui. Et il y a un téléphone qui sonne là, vous entendez? Oui, on entend, mais il n'y a pas de problème, vous en faites pas. Je vais le couper, attendez une seconde. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Mais c'est intéressant, voilà, de discuter un petit peu d'où ça vient, parce que finalement, des fois, ça tient, on se dit qu'on a fait des grandes études, on a fait des... Non, des fois, vous savez, c'est un film. Ça peut être un film, ça peut être une peinture, un livre qui vous donne envie de vous d'intéresser et peut-être de donner énormément de temps et de consacrer énormément de temps à un sujet. Et donc là, c'est Les Sept Samouraïs, ce film vu au Ciné-Club. Donc c'était... Donc, j'avais demandé donc à mon professeur d'histoire de nous faire un petit laïus sur l'histoire du Japon. Qu'est-ce que c'était que ces samouraïs? Qu'est-ce que c'est que ces guerres au XVIe siècle, puisque l'histoire se passe au XVIe siècle? Et il m'avait dit, mais mon pauvre garçon, mais je suis incapable de vous faire ça, je n'y connais rien. Oh, la frustration. Et alors, le prof qui, pour moi, devait tout savoir, je me suis rendu compte qu'il ne savait rien. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas des bouquins là-dessus? Et non, il n'y a pas de bouquins sur l'histoire du Japon. On était dans les années 60. Il n'y a pas de bouquins sur l'histoire du Japon. Et ça m'avait fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, c'est incroyable que personne ne s'intéresse à l'histoire de ce pays, alors qu'il y a des films, il y a des tas de trucs. Et donc, voilà, ça a été une des motivations. Donc, j'ai commencé à faire des études d'histoire, et en même temps, j'ai appris le japonais. En même temps que les études d'histoire. Sans savoir très bien où ça me menait. Au début, comme beaucoup d'étudiants en histoire, on ne sait jamais trop où ça nous mène, mais... Voilà, petit à petit, je me suis lancé dans cette voie, et puis je me suis rendu compte que j'appréciais cette civilisation que je ne connaissais pas très bien. J'aimais beaucoup sa littérature, cinéma bien sûr aussi, et j'étais dans la perspective d'aller au Japon. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agissait pas d'étudier le Japon comme on étudie le latin ou le japonais comme on étudie le latin ou le sumérien, vous voyez. Oui, je vois. Il fallait que j'aille là-bas. Et vous ne pouvez pas être un historien de bibliothèque, il fallait que vous viviez la culture. Et que je vois ça de mes propres yeux. Et donc, j'ai réussi à décrocher une bourse pour partir au Japon, où j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise, c'est-à-dire le master aujourd'hui. C'est ça. Et puis, j'ai eu la chance de d'être affecté dans une université où le prof qui était mon directeur est pris d'intérêt pour moi, a trouvé ça ahurissant. On était au milieu des années 70, a trouvé ahurissant qu'un jeune Français, parce que je vis en Suisse, mais je suis français, qu'un jeune Français veuille absolument se spécialiser dans l'histoire japonaise. Et donc, il a été extrêmement bienveillant à mon égard, et je lui dois beaucoup de choses. C'est vrai que finalement, on est dans des milieux universitaires où des fois on se dit, punaise, pour ceux il faut que vous compreniez que souvent, quand vous faites un sujet pour une thèse ou pour une maîtrise, souvent c'est des sujets qui sont parfois même choisis pour vous si vous n'avez pas trop d'idées, ou parfois il faut que vous arriviez à avoir un sujet qui reste dans on va dire, dans le cercle de maîtrise un petit peu de la personne qui va être celui qui va être, on appelle ça le directeur de thèse ou de mémoire. Et mais parfois il y a aussi des gens qui sont bienveillants comme ça et qui vous laissent, qui disent ok, je donne mon aval pour cette thèse, mais il faut que tu arrives à travailler, à découvrir, à défricher un sujet. Et donc c'est vrai que c'est pas facile forcément. Il faut avoir un petit peu de réussite aussi dans les rencontres, c'est ce que vous disiez, pour bien avoir quelqu'un de bienveillant qui va justement vous pousser. Ce professeur, si je peux me permettre d'en dire un mot. Bien sûr, allez-y. Il est aujourd'hui, mais un jour il a fini par me dire: t'as de la chance d'être français parce que si tu avais été américain, je ne me serais pas occupé de toi. Oh.
Et pourquoi ça? Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai vu ce que les Américains ont fait à nos villes en 1945 Ah oui. et ça, je ne peux pas leur pardonner. Hiroshima, etc., je ne peux pas leur pardonner. Parce qu'il était japonais, oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, puis japonais, oui. Ouais. Et, euh, et ça m'avait étonné parce que pour moi, c'était de l'histoire ancienne, Mhm. mais pour lui, c'était pas du tout de l'histoire ancienne. Il faut comprendre que bombarder une ville qui est en bois, Oui. comme l'étaient ou le sont encore largement les villes japonaises d'aujourd'hui, avec des bombes au napalm, c'est-à-dire vouloir faire frire la population Mhm. littéralement, Oui. la population civile, c'est pas les objectifs militaires que Mhm. les Américains bombardaient, c'est quand même d'une cruauté sans nom. Bah, il y a... Et pour une grande partie de la population japonaise à cette époque-là, bon, bien sûr, ils ont perdu la guerre, ils savent pourquoi ils l'ont perdu. Enfin, le ressentiment vis-à-vis des Américains reste, en tout cas chez certains, reste quand même grand, même si les Américains représentent Oui, oui. American Way of Life, Dream, Mhm. etc. Dream, ben quand même, les Japonais, enfin certains, en tout cas dans cette génération-là, qui maintenant disparu, leur en voulaient quand même beaucoup. Quand même, Donc, oui. il m'a dit les Français, j'ai pas de problème avec les Français, donc viens, je vais te faire travailler. Et ça, c'est une chance pour moi, ça a été une chance Mhm. extraordinaire. Et ben justement, je me permets de pousser un petit peu parce que c'est intéressant. Est-ce que bah, justement vous avez vu des différences, des manières de travailler qui étaient différentes en France, de Ah ben chercher qui étaient en France qu'au Japon? absolument, parce que je lui dis voilà, je voudrais travailler sur l'histoire contemporaine Mhm. de l'avant-guerre, et il me dit c'est pas intéressant. Ah, Je lui dis bon, ah bah zut alors. oui, parce que pour comprendre l'histoire contemporaine de l'avant-guerre, il faut comprendre ce que c'est que le Japon avant. Et donc, il faut remonter très loin dans le passé pour comprendre, parce que me dit l'idéologie militariste, elle n'existe pas s'il n'y avait pas le Japon militaire d'autrefois, le Mhm. Japon des guerriers d'autrefois. En tout cas, elle existerait d'une manière différente. Je veux dire, le fascisme japonais, c'est pas le fascisme italien, c'est pas le fascisme nazi non plus. Il y a je veux dire, il y a quand même des spécificités locales qui sont évidemment très importantes. Donc, il Mhm. m'a dit, tu devrais t'intéresser au Moyen Âge. Je lui dis, mais moi, je suis incapable de lire le japonais du Moyen Âge, je suis historien, donc j'ai besoin de lire les sources. Bah oui, ça. Et ben, il me dit, ben, je vais t'apprendre. D'accord. Et il m'a pris euh, une matinée par semaine pendant 1 an et demi, puis ensuite pendant mon deuxième séjour pendant 2 ans. Alors déjà que lire de Gratuitement. l'ancien français, si vous n'avez jamais fait, déjà c'est très 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 compliqué. Alors j'imagine pas devoir aller déchiffrer de l'ancien japonais. Je je sais pas les particularités linguistiques de la langue, hein, bien sûr, mais c'est vrai que déjà C'est pour nous les Français, notre propre langue qui est vraiment, ancienne, c'était difficile. Mais alors j'imagine même pas pour le quelque japonais. chose de très difficile, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'a fait gratuitement. Et alors, je me suis toujours demandé mais pourquoi il faisait ça. Mhm. Et un jour, parce que bon, on est devenus amis. Au début, j'étais son étudiant, il était mon maître à l'orientale. Et puis bon, on est devenus plus proches petit à petit. Et puis, il s'est mis un petit peu à m'expliquer les choses. Et je me suis rendu compte que ce type, en fait, avait été formé dans un univers mental qui est l'univers mental du confucianisme, et pas du tout le même que le nôtre. Et que donc, dans le confucianisme, il y a ce rapport très important du maître au disciple, c'est-à-dire que le maître dispense son enseignement oralement. Mhm. Bien sûr, il me disait de temps en temps, tu devrais lire tel truc ou tel bouquin, mais essentiellement, il m'expliquait lui-même. Et il me, cette manière de faire était très, très particulière pour moi. J'ai jamais étudié le confucianisme, En mais confucianisme, j'ai compris si de je l'intérieur ce qu'était le le confucianisme. confucianisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est en rapport justement à Confucius, qui était un historien scientifique chinois et qui a C'est un philosophe tout à chinois qui philosophe a chinois. vécu au 5e siècle avant notre ère et qui a, a laissé, disons, une œuvre de penseur, de philosophe qui est évidemment tout à fait importante. Si on devait le comparer, on pourrait le comparer à Platon ou à Aristote Mhm. dans l'histoire de la Grèce ancienne. C'est un personnage tout à fait important. Et le confucianisme, donc cet ensemble de valeurs euh, qui sont centrées autour de la
la piété filiale, la bienveillance, le respect des rituels, la politesse, enfin toutes ces choses-là viennent du confucianisme et imprègnent évidemment la société chinoise, mais aussi la société japonaise et coréenne, et même vietnamienne. En fait, tout comme Platon, si on peut comparer, c'est-à-dire que Confucius n'a pas influencé que la Chine, mais toute l'Asie, finalement, comme Platon n'a pas influencé que les penseurs grecs, mais a influencé finalement toute notre façon, enfin notre culture occidentale. Donc c'est des parallèles qu'on peut essayer un petit peu de faire. Et donc, comme vous le disiez, ça a complètement imprégné aujourd'hui votre manière de travailler, d'échanger. Et donc pour ça, c'était très important pour lui de vous permettre comme ça, de vous donner les outils, comme vous voulez travailler plutôt sur le Japon moderne, de vous donner les outils du passé pour justement avoir ce contexte historique, culturel du Japon. Voilà, il m'a dit, si tu veux comprendre l'idéologie japonaise nationaliste, puisque moi je voulais travailler sur le nationalisme, le fascisme japonais, etc., il m'a dit, tu comprendras rien si tu connais pas ce qui s'est passé avant. Et donc, il m'a formé. Et grâce à lui, donc, j'ai pu faire ma maîtrise, ensuite un DEA, puis une thèse, puis etc. Et oui, je vois. Et je lui dois vraiment beaucoup, beaucoup. Comment il s'appelait ce professeur? Il s'appelait Abe Takeshi. Abe Takeshi. Et je me suis dit par la suite que moi, jamais je serais capable de faire le même travail avec un de mes étudiants. C'est-à-dire, j'ai évidemment aidé beaucoup d'étudiants au cours de ma carrière, mais être prêt à passer une matinée par semaine pendant des années pour former quelqu'un, je crois que j'aurais pas eu la force ni le dévouement, quoi, finalement. Ouais. Ah oui, il me manque beaucoup. Ça a été vraiment un père, comme on dit, il y a cette expression de père académique, c'est ça, tout à fait, c'est mon père académique, quoi. C'est super intéressant. Et on est resté jusqu'à la fin, enfin très proche. Je téléphonais à la fin, il était malade. Bon, je suis allé le voir plusieurs fois. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et la rencontre de ce personnage, qui était vraiment un personnage par ailleurs, c'était un type assez drôle, mais sérieux en même temps, a été pour moi essentiel. Et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans lui. Oui, parce que finalement, après, vous avez écrit beaucoup. Moi, d'ailleurs, j'ai un de vos livres qui est juste, que j'ai sous la main juste ici, une nouvelle histoire du Japon, qui est sorti aux éditions Japan Foundation, chez Perrin aussi. Non, édition Perrin. Perrin, voilà, excuse-moi, j'ai Japan Foundation juste en dessous. Voilà, qui est juste ici, qui est sorti en 2010. Vous avez aussi écrit les guerriers de la rizière. Donc, vous avez écrit sur plein de sujets. Maintenant, vous êtes professeur honoraire de l'université de Genève. Et moi, la première question que je me suis posée quand j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez et quand j'ai regardé vos publications, c'est que quand on est, on va dire, quand on est historien de l'Europe ou d'un sujet historique en Europe, on est spécialiste d'un sujet très particulier. Moi, j'avais un professeur de fac qui était spécialiste, par exemple, de la pêche au saumon sous l'Ancien Régime, par exemple, de ce genre de sujet quand même très précis. Vous avez écrit sur plein de sujets très larges, sur des périodes historiques qui sont très larges. Hein. La nouvelle histoire du Japon s'étend des temps les plus anciens du Japon jusqu'au Japon moderne aujourd'hui. Vous avez écrit sur un bouquin très spécialisé sur le Japon médiéval. Vous avez écrit sur les samouraïs. C'est vrai vous êtes un historien qui a un champ, on va dire, de travail qui est très large. Oui. Alors, à l'origine, donc, moi, grâce à ce professeur, Abe Takeshi, je me suis spécialisé sur le Moyen-Âge et le livre qui s'appelle Japon, monde à l'envers, Japon médiéval, monde à l'envers, est le produit, en quelque sorte, de ma thèse, en fait. Hein. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que cette société médiévale. À vrai dire, c'est une société tellement avec sans arrêt des guerres, des conflits, des batailles, des coups d'État, des trahisons, etc., qu'on se dit, mais comment on peut comprendre cette société-là? Et donc, grâce au travail qu'il a bien voulu faire avec moi, ce professeur, donc, je me suis vraiment spécialisé sur le Japon médiéval. Et mon idée, c'était de devenir le grand spécialiste du Japon médiéval en Europe, hein, oui. Enfin, en tout cas en France. Il y en a très peu aux États-Unis. Il y en avait vraiment une dizaine, à tout casser. 15 peut-être maintenant,
Dans le monde anglo-saxon, c'est peu, effectivement. Et dans tout le monde anglo-saxon, hein, je parle des spécialistes du Moyen-Âge, japonais. Ah, oui. Alors qu'il y a des pléthores de spécialistes du Japon contemporain, mais le Japon moyen, il y en a très très peu. Et alors en France, il n'y avait personne. Mais personne. Ah, wow. Il y a un vide à ce moment-là. Il y avait des spécialistes du bouddhisme, il y avait des spécialistes de l'histoire de l'art un petit peu, mais des spécialistes de l'histoire sociale, politique, économique du Japon d'autrefois, rien. C'est quand même fou parce qu'on se dit qu'on a quand même été un peu marqué par le cinéma japonais qui commençait à nous arriver. Justement, les 7 samouraïs, mais il y en a eu d'autres des films. Et c'est fou qu'il y ait personne, vous justement, qui par ces films-là est arrivé à travailler sur le sujet. Voilà. Et alors, j'ai commencé évidemment quand j'ai été nommé maître de conférence à l'université, c'était à Paris. Je me suis rendu compte que mes étudiants, ça les fascinait le Japon médiéval, mais ça les effrayait aussi. Effrayait en ce sens que ils avaient l'impression qu'ils n'y arriveraient jamais, qu'ils ne comprendraient jamais. Bon. Donc j'ai fait ce bouquin, ce premier livre qui leur permettait en quelque sorte d'entrer plus facilement dans cette société. Je pense qu'il a été utile à de nombreuses générations d'étudiants. Mais je me suis aussi rendu compte que cet effroi des étudiants pour le Japon médiéval, à cause précisément de cette difficulté à lire les textes que moi-même j'avais éprouvé, mais j'avais eu la chance de rencontrer ce professeur, eh bien je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même plus intéressés par le Japon contemporain, ou en tout cas moderne, que par le Japon médiéval. Donc petit à petit, je me suis aussi intéressé au Japon contemporain et moderne et contemporain plutôt, et du coup ma spécialisation en quelque sorte c'est-à-dire élargie. Et il se trouve que par ailleurs, mais ça c'est mon dada personnel, j'adore l'archéologie. Je suis très fasciné par l'archéologie et les sociétés préhistoriques en général. Donc l'un de mes étudiants, pour dire les choses clairement, l'un de mes anciens étudiants s'est spécialisé précisément sur la préhistoire. Et du coup, je l'ai suivi et je me suis intéressé à mon tour à la préhistoire japonaise, ce qui m'a permis d'écrire cette nouvelle histoire du Japon qui part des origines du Japon, donc de la préhistoire, pour aller jusqu'à la société contemporaine et que j'ai écrit donc dans les années 2000 et publié en 2010. Tout à fait, c'est ça. Donc, pour répondre à votre question, donc au lieu de me hyper spécialiser et de ne toucher que 15 personnes dans le meilleur des cas, j'ai décidé de faire la démarche inverse, qui effectivement, comme vous le dites, il y a ceux qui sont capables de passer une vie sur la culture de la patate douce en Basse-Auvergne entre 1722 et 1748. Moi, j'ai besoin des grands espaces, j'ai besoin de regarder l'histoire d'un peu plus haut. Grand champ d'études. Et du coup, mon champ d'études s'est élargi et j'ai travaillé, donc j'ai fait des cours sur la Seconde Guerre mondiale, sur Meiji, sur le Japon d'Edo, le Japon médiéval, etc., etc. Et donc vous vous sentiez aussi légitime de le faire parce que vous avez eu justement ce travail en amont sur toute la culture japonaise et donc vous aviez déjà les outils pour arriver et à pouvoir justement faire ce travail sur le... Mais certains chers collègues ne partagent pas ce point de vue et me disent « Ouais, mais Souiri parle de tout, il parle de beaucoup de choses, alors il devrait... » Bon, enfin bref. Oui, non mais voilà, je vois tout à fait le genre de discours que vous voulez dire, je vois tout à fait. En ayant aussi été à l'université un petit peu, je vois exactement le genre de discussion que ça peut être. Mais justement, je prends un petit peu des questions dans le chat à la volée, comme ça les joueurs en pause et c'est très intéressant, parce que vous êtes justement spécialisé du Japon médiéval. Moi, j'ai commencé à lire votre livre aussi sur tablette, la numérique, l'histoire du Japon médiéval, justement. Et il y a quelque chose de très intéressant quand on commence à lire votre bouquin, c'est vous dites qu'il y a beaucoup de parallèles entre le Japon médiéval et notre Moyen-Âge occidental. Il y a quelques points de repère qui sont similaires et qui peuvent nous aider, on va dire, à nous plonger dans une histoire qu'on ne connaît pas du tout. Oui, alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les premiers occidentaux qui sont arrivés au Japon, donc les missionnaires en particulier, d'origine portugaise ou espagnole, qui sont arrivés au Japon et les premières constatations qu'ils font, c'est que comme le disait Valignano, le visiteur des Jésuites, il avait cette formule que j'aime beaucoup, qui dit « Les Japonais sont comme nous, sauf qu'ils ne connaissent pas Dieu ». Ah oui, c'est une petite différence quand même. Oui, donc, alors qu'est-ce que ça veut dire, ils sont comme nous? Ça veut pas dire qu'ils mangent les mêmes choses que nous, de la même façon que nous. Non, ça veut dire que leur société, fondamentalement, fonctionne sur les mêmes critères, presque les mêmes valeurs que la société occidentale de cette époque-là, au XVIe siècle. Et alors, il y a un Portugais qui explique l'un des premiers textes écrits sur le Japon aux alentours de 1500
50, 55, il dit il y a au Japon, comme chez nous, des ducs et des chevaliers. Ouais, qu'on appellera nous peut-être samouraïs, j'imagine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ducs et ces chevaliers? Ouais. Bien sûr, ce sont les daimyos et les samouraïs. Mm-hmm. Mais le fait qu'ils disent, vous voyez, la grande différence, c'est que quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, par exemple, à aucun moment ils ont dit ils sont comme nous. C'est vrai. Non, ils sont pas comme nous, ils sont différents. D'ailleurs, on ne sait même pas s'ils ont une âme. C'est vrai qu'il y avait eu ce grand débat-là, tout à fait. C'est vrai qu'en général, la rencontre de l'homme occidental avec une civilisation différente de la sienne, en général, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Vous avez raison. Et, bon, comme vous le savez, l'Empire aztèque s'est effondré en quelques semaines, quelques mois, et de même l'Empire inca quelques années plus tard. Donc ces civilisations précolombiennes se sont effondrées devant l'arrivée des Occidentaux. Alors elles ont, à vrai dire, leur effondrement est en grande partie lié d'abord à la violence invraisemblable que manifestaient les conquistadors à l'égard des populations indiennes, et puis surtout au fait que les populations indiennes n'étaient pas adaptées en quelque sorte aux microbes venus d'Europe, et qu'en particulier, elles ont succombé face aux maladies importées par les Occidentaux, à commencer tout simplement par la grippe. Alors on sait que la grippe, qui est un coronavirus, peut à certains moments poser beaucoup de problèmes à l'humanité. Mais dans le cas des Espagnols, donc elle a décimé l'empire, les empires indiens. Mais dans le cas du Japon, qui faisait partie donc de l'Eurasie, qui était à l'extrémité de l'Eurasie, un petit peu comme la France ou l'Angleterre sont à l'extrémité de l'Eurasie occidentale, eux, ils sont à l'extrémité de l'Eurasie orientale, mais ils font partie d'un même univers microbien. Donc il n'y a pas eu ce choc microbien au Japon. Et tout de suite, les Occidentaux, les missionnaires, les Portugais, les marchands portugais ont tout de suite pensé que cette civilisation japonaise ressemblait par bien des égards à la civilisation occidentale. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? C'est ça qui est intéressant. Parce que en fait, c'est le fait que ce soit la première réflexion, c'est que ce soit ça. Et que ça a été, comme vous le dites, assez unique, quoi, finalement, dans les observations des... Ils ne le disent pas, encore une fois, ils ne le disent pas des Occidentaux, ils n'ont jamais dit non plus des populations africaines qu'ils ont côtoyées le long des côtes de l'Afrique. Ils ne le disent pas non plus d'ailleurs en Asie du Sud-Est. Et ils ne le disent pas non plus en Chine. Ça c'est intéressant. En Chine, ils se sentent tout petits face à l'immensité de la Chine. Et ils n'ont pas du tout un sentiment que les Chinois sont comme eux. Ils ont au contraire le sentiment que les Chinois sont très très puissants et qu'ils ne savent pas très bien comment faire avec eux. Mais face au Japon, ils ont le sentiment qu'ils sont comme eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a des concepts qu'on peut mettre là-dessus. Oui. Et le premier de ces concepts, qui est d'ailleurs apparu très vite, c'est que le Japon est, comme la société occidentale, une société féodale. Donc c'est la féodalité qui est un système, comme vous le savez, un système de relations entre les hommes, qui est un système très particulier de relations sociales, était commun, ou aurait été commun au Japon et à l'Europe occidentale. Et c'est ça qui, en fait, permet de dire que le Japon ressemble partiellement, pour ce qui est de cette période-là, à l'Occident. Alors, quand on a dit ça, on a dit tout et en même temps rien du tout. Parce que si les relations sociales ressemblent peut-être un peu aux relations occidentales telles qu'elles existaient en Occident, il y a évidemment des milliers de choses qui sont différentes, et pas simplement le fait qu'ils ne mangent pas les mêmes choses, qu'ils ont des baguettes alors que nous on n'a pas de baguettes. Ça. Moi je crois que c'était juste ça, mais non, il y a d'autres trucs, alors d'accord, c'est pas que les baguettes. Non, il y a plein de trucs. Évidemment, l'élément central qui fait la différence aussi, c'est la religion. C'est qu'évidemment, dans la société médiévale occidentale, le christianisme a une importance considérable qu'on ne mesure plus aujourd'hui. On a oublié à quel point le christianisme a pu être important à façonner les mentalités, les manières de vivre, les manières les relations entre les hommes et les femmes, etc. Oui. Le bouddhisme, le confucianisme, le shinto, qui est la religion autochtone japonaise, ont cohabité au Japon. Il n'y a pas, si vous voulez, cette fracture entre... Vous savez, dans les sociétés occidentales, il y avait ce qu'on appelait le paganisme. On a appelé le paganisme, c'est-à-dire la multiplicité des divinités, le polythéisme, si vous préférez. D'accord. Le polythéisme a été éradiqué par le christianisme.
C'est ça. Qui ne supportait pas l'existence de multiples divinités. Dans le cas du Japon, le bouddhisme n'a pas du tout agi comme ça. Et il y a une sorte d'hybridation en quelque sorte entre le bouddhisme tel qu'il est apparu au Japon, tel qu'il s'y est développé, et puis les autres religions locales. Alors, je rappelle en 2 mots, le bouddhisme est né en Inde, le confucianisme en Chine et le Shinto au Japon. Et pourtant, les 3 existent. C'est-à-dire que vous pouvez être au Japon, si on parle de la religion 2 minutes, vous pouvez très bien être les 3 en même temps. Ah. Mon professeur, qui votait communiste, était fondamentalement un lettré confucianiste au fond. D'accord. Et quand il allait dans un sanctuaire shinto, il tapait dans ses mains pour faire sa prière. Donc moi, j'ai appris à faire la prière comme tout le monde. Et ça l'empêchait pas, quand il était dans un temple bouddhiste, de également s'agenouiller s'agenouiller devant la statue du Bouddha. Ce qui pour moi était totalement aberrant, parce que dans nos pays à nous, on n'est pas à la fois catholique et protestant, on n'est pas à la fois musulman et juif, on n'est pas à la fois athée et orthodoxe, et puis un petit peu musulman quand même. Vous voyez, alors qu'au Japon, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que la vision qu'on a de la religion nous-mêmes est une vision très, très biaisée, très occidentale. Oui. C'est-à-dire une vision qui exclut les autres. On est soi-même musulman, catholique, ce qu'on veut, et on ne peut pas partager avec les autres. On peut cohabiter, mais on ne peut pas partager. Alors que dans le cas du Japon, on peut pratiquer des rituels bouddhistes, shinto, confucianistes et voter communiste. Tout va bien. Ça ne pose aucun problème. Mais il n'y a aucun problème. C'est quelque chose de très particulier à la société japonaise. Ça paraît assez simple. Mais justement, vous parlez de la religion et c'est très intéressant puisque... alors, je fais un gros parallèle évidemment, mais c'est un petit peu pour avoir l'image. Par exemple, en Occident, c'est vrai que on a la dualité du pouvoir. On a le pouvoir, on va dire temporel, qui est le pouvoir des rois, et on a le pouvoir aussi le pouvoir religieux qui est dans les mains du pape. Et bien, il y a aussi au Japon une sorte de dualité du pouvoir où il y a entre un empereur et un shogun aussi, qui, on va dire, se séparent, se mélangent, parfois l'un prend le dessus sur l'autre. Il y a aussi cette conception qui est un petit peu particulière au Japon et qui du coup me fait un petit peu penser comme ça de loin à ce double pouvoir qu'on a en Europe aussi. Alors on peut voir les choses comme ça. Il faudra ajouter aussi quand même dans le cas du Japon médiéval, précisément de l'époque Kamakura, puisque vous voulez qu'on en parle, tout à fait. L'importance des monastères bouddhistes, des institutions religieuses en général, Shinto aussi, qui forment une sorte avec l'empereur, c'est-à-dire l'aristocratie de cour, et le shogun, c'est-à-dire la classe des guerriers, forment une sorte de trilogie en quelque sorte, qui se partagent le pouvoir politique, culturel, spirituel et économique. Donc il y a ces 3 éléments en même temps. D'accord. Exactement comme chez nous, enfin pas exactement, non, mais comme chez nous, il y a effectivement, comme vous venez de l'expliquer très bien, différence entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, c'est-à-dire entre l'empereur en Allemagne, le roi de France ou le roi d'Angleterre, et puis d'un côté, et puis la papauté de l'autre, et l'Église. Donc ça, on a effectivement ces différences. Alors, je sens que la prochaine question, ça va être, mais alors c'est quoi l'empereur et c'est quoi le shogun ? En fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que moi j'ai du mal un petit peu à comprendre, c'est-à-dire que moi je comprends l'idée d'empereur, je sais que pendant la période ancienne, il avait une sorte de prépondérance un petit peu sur le pouvoir, et puis que, on va en parler un petit peu de la période Kamakura, qu'on a eu un shogun, une sorte de grande figure militaire, un grand seigneur qui est venu un petit peu on va dire, contester ce pouvoir. Est-ce qu'on peut un petit peu expliquer il y a un gros problème qui est lié quand même à la traduction. D'accord. C'est-à-dire que nous, on utilise le terme empereur, et quand on dit en français empereur, on pense à Napoléon, on pense aux empereurs romains, à la rigueur à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Oui, il y a un côté vraiment martial, temporel dans le côté d'empereur. Voilà. Mais sachez bien que les missionnaires jésuites qui sont arrivés au Japon dans la seconde moitié du XVIe siècle, quand ils parlaient de celui que nous appelons l'empereur, ils disaient il y a une sorte de pape
à Kyoto. Ah, Il y a donc, dans la société japonaise de l'époque, il y avait des conflits féodaux, c'était la fin de l'époque féodale, hein, il y avait des conflits féodaux entre des personnages qu'on appelle en japonais des daimyo, et que les missionnaires appelaient des rois. Et puis, ces rois se sont battus les uns contre les autres, et finalement, je passe, hein, mais 50 ans plus tard émerge une dynastie, la dynastie des Tokugawa, qui recrée un régime shogunal, c'est-à-dire le système du shogun. Et ce shogun, les missionnaires l'appellent le roi du Japon. Ah, donc c'est... D'accord. Donc il y a vraiment... Donc l'empereur, il continue à l'appeler le pape. Et c'est que petit à petit, au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, que ce terme d'empereur va apparaître pour désigner celui qui est au fin fond de sa capitale à Kyoto, et qu'on désigne sous le nom de Mikado, parmi les Occidentaux, ce qui est une des manières effectivement de désigner l'empereur à ces époques-là. Donc on dit le Mikado comme on dit le tsar, on ne dit pas l'empereur de Russie, on dit le tsar. C'est vrai, tout à fait. Ça pose pas de problème. Sauf qu'avec le mot japonais, c'est plus compliqué, donc on disait le Mikado. Et puis de l'autre côté, il y avait le shogun, que les Japonais appelaient souvent dans la conversation courante taikun, qui a donné d'ailleurs le mot tycoon en anglais, T-Y-C-2-O-N. Ah oui, c'est vrai. Et qui était en fait la reprise, qui signifie donc un magnat, hein, un type super riche, super puissant. Eh bien, ça vient de l'expression japonaise taikun qui désignait le shogun. Donc, si vous voulez, si on les appelle le Mikado d'un côté et le shogun de l'autre, c'est mieux parce que ça correspond, enfin, ça renvoie à notre imaginaire à des choses un petit peu exotiques peut-être, mais le mot empereur, lui, par contre, nous tire vers une vision de l'histoire qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire que l'empereur, ça n'a jamais été Napoléon et c'est pas non plus l'empereur Auguste. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous dites tsar, c'est le très bon exemple parce que tsar, je suis prêt à entendre qu'il y a d'autres prérogatives à être tsar de Russie qu'être empereur de France ou être empereur du Saint-Empire germanique. Alors que quand j'entends Mikado, oui, là, effectivement, là, je cherche en tout cas à comprendre une autre définition. Donc très spirituelle finalement aussi qui est intéressante, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un empereur? Enfin, donc on va dire un mikado. Hein. Enfin, les Japonais disent aujourd'hui le mot le plus utilisé, c'est le mot tenno. Mais enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ce pape, en quelque sorte, donc, qui est le souverain du Japon, il n'y a aucun doute là-dessus, dont l'histoire remonte aux origines même de l'État au Japon, c'est-à-dire au 5e, 6e, 7e siècle, et qui a été qu'on appelait d'ailleurs à l'époque même pas comme ça, on l'appelait Okimu, enfin peu importe. Et ce souverain, en quelque sorte, a réussi à opérer la mise en place d'une monarchie bureaucratique aux alentours du 7e siècle, 8e siècle, pour faire en sorte que le Japon soit l'équivalent d'une petite Chine. L'idée, c'était de siniser les institutions et de faire comme les Chinois, puisque les Chinois représentaient le summum de la civilisation en Extrême-Orient, et que si on voulait soi-même apparaître comme civilisé, il fallait faire comme les Chinois. Alors moi, je me souviens de mes cours de chinois, c'était vraiment, quand je vois la civilisation japonaise, ou en tout cas le système du fonctionnement de l'empereur chinois, c'est vraiment une très très grosse bureaucratie, presque écrasante finalement, parce que moi je discutais de ça avec mon prof de Chine qui me disait qu'en fait, pour comprendre un petit peu le fonctionnement chinois, c'est même pas une question de sources. Les sources, on en a presque trop, tellement on avait tout le temps une information perpétuelle sur ce que faisait le roi, les décisions, enfin l'empereur, les décisions, etc. Et donc on voulait calquer un système un petit peu comme ça au Japon, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que le système, cette bureaucratie, ce qu'on appelle les mandarins ou les lettrés, cette bureaucratie dirige la Chine depuis des millénaires et les Japonais ont pensé qu'il fallait faire pareil. Donc, le système des origines a été modifié considérablement. Ils ont voulu faire une monarchie bureaucratique avec une cour impériale qui s'appuyait sur le bouddhisme et sur le confucianisme, notamment. Sauf que cette cour impériale, d'abord, l'empereur au début, l'empereur disposait du pouvoir politique et même militaire, un petit peu quand même, mais petit à petit, il a été dépouillé de son pouvoir par les clans aristocratiques qui se sont non pas opposés à lui, mais qui se sont alliés à la famille impériale pour diriger le pays. Donc il y a une sorte d'aristocratie de cour qui s'est imposée
en mariant leur fille au fils D'accord. d'empereur et ainsi de suite. Donc il y a eu des mélanges évidemment entre les familles. Et cette aristocratie a dirigé le Japon dans une atmosphère de paix durant toute la période qui va disons, du 7e siècle au 12e. Est-ce que on a eu une sorte de, justement sur ces empereurs là, à partir du 7e siècle, est-ce qu'on a eu une continuité dans la dynastie où il y a eu beaucoup de changements, de bouleversements, de certains qui prenaient la place d'autres, un petit peu comme on a pu voir peut-être en Chine? C'est ce que certaines personnes posent des questions dans le chat justement à ce sujet. Bah, si vous voulez, non, c'est une seule dynastie, mais, à partir du moment, premièrement, à partir du moment où les empereurs n'ont plus le pouvoir réel, mais le pouvoir réel est exercé par leurs ministres, ce sont les ministres qui sont éventuellement victimes de coups d'État et pas l'empereur directement. Ah, d'accord. Puisque les empereurs n'ont pas le pouvoir réel. Oui. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que on n'est pas dans des sociétés monogames où il y a des héritiers qui sont les fils de l'épouse du souverain. Il y a toute une pléthore de possibles candidats à la succession impériale. En principe, c'est le fils aîné de l'épouse officielle, mais c'est pas toujours le cas. Il fait que s'il n'y a pas de... je veux dire, la polygamie, en quelque sorte, qui est officielle dans la société japonaise à cette époque-là, permet en fait toujours de maintenir une succession. Et si c'est pas possible, les Japonais, en plus, avaient cette institution qu'ils ont toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'adoption. C'est-à-dire qu'on pouvait adopter un enfant, même un adulte, pour assurer sa propre succession. Mais ça, c'est quelque chose qui est dans la culture japonaise, j'ai l'impression, depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai encore entendu des histoires de... Ça a duré tout le Moyen-Âge, dans l'époque moderne. L'adoption, c'est quelque chose qui... Un petit peu comme on avait finalement, nous, chez les Romains. C'est-à-dire que le système d'adoption, on adoptait, comme César a adopté Brutus, on adoptait un fils aussi qui, prenait le nom et donc les charges après la disparition de son prédécesseur. Oui, je lisais l'autre jour là, un document, là, c'est sur l'époque d'Edo, c'est plus tard, hein, c'est au 18e, 19e, mais on estime qu'environ 13% des chefs de famille à l'époque d'Edo étaient des enfants adoptés. Ah, quand même. Ce n'étaient pas les héritiers directs, c'était des enfants adoptés. Donc, vous voyez, entre le fait que l'empereur n'a pas le pouvoir politique, qu'il a des concubines et que donc les héritiers peuvent être multiples, ça explique qu'il n'y ait qu'une seule dynastie. Mais, comme le disait avec humour mon cher professeur Abbé dont je parlais tout à l'heure, il disait, il ne faut pas oublier quand même que certains empereurs en titre sont des fils que leur père a eu d'une concubine qui elle-même était une assobime, c'est-à-dire une dame galante, ou pour le dire en d'autres termes, une prostituée. Ah, aussi. Et donc, si je pousse la chose, ça veut dire que certains empereurs sont des fils de pute. c'est vrai, non mais vu comme ça... Ah, vous ne le répéterez pas, hein. Ouais, non, mais là-dessus, je percute et je me dis que c'est fou. Je me dis que quel pays, c'est vrai. C'est pas des fils, non, c'est pas des fils de prostituées au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais c'est des fils de femmes, de dames galantes qui étaient des filles très très cultivées, danseuses, chanteuses, etc., qui éventuellement pouvaient devenir la maîtresse d'un empereur. Et si elles avaient un fils de l'empereur et que l'empereur chérit ce fils et que par ailleurs les fils qu'il a eus d'autres femmes sont morts ou sont débiles ou sont je ne sais quoi, eh bien il pouvait décider que son successeur serait celui-là. Et cette manière de choisir sa succession évidemment rend les possibilités infinies. C'est ça, c'est-à-dire que même moi si je suis fils... ça ne veut plus rien dire du coup. C'est-à-dire que même moi si je suis fils aîné, il faut quand même que je sois au niveau et que je prouve à mon paternel que je serai un bon empereur et que je serai au niveau de ce qu'il me demande. C'est assez intéressant pour le coup. Mais, oui, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles, à partir du XIIe siècle, les guerres civiles éclatent. C'est-à-dire que, les guerres seigneuriales, plus exactement, éclatent parce que dans tous les clans du Japon, dans toutes les familles japonaises, le modèle se reproduit. Oui. Ah oui. Et que donc, imaginons, justement, vous êtes le fils aîné de votre père, vous imaginez tout naturellement que vous allez recevoir l'héritage, et puis votre père tombe amoureux d'une petite jeunesse, dont il a un enfant, un bébé, et il dit, non, ça sera celui-là, mon héritier. Qu'est-ce que vous faites, vous vous montez une coalition, évidemment, pour vous débarrasser du bébé. Il y a des gens dans le chat qui sont prêts pour une coalition. Non, c'est pas possible, je ne laisserai pas mon père donner son royaume à... Donc, non.
Et bien sûr, donc vous voyez bien que cette société fonctionne sur des fondements totalement différents de la nôtre et que donc, imaginez encore une fois qu'on puisse comparer ces choses-là, c'est quand même très très délicat, vous comprenez. Donc une dynastie certainement, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire qu'une dynastie? C'est pas du tout le même concept que chez nous. En fait, il y a tellement de... Et même en Chine. Ouais, c'est ça en fait. Bon, alors, donc, quand il y a des problèmes politiques très graves, eh bien, ce sont les ministres qui se font virer, qui se font expulser, assassiner, etc. Et c'est ce qui se passe finalement à la fin du XIIe siècle, puisque les dirigeants de la cour impériale, donc la famille des Fujiwara en particulier, qui dirige, donc qui a les plus grandes responsabilités au sein de la cour, et qui d'ailleurs marie tout systématiquement ses filles aux empereurs, ce qui fait que les fils d'empereurs sont les petits-fils de la famille Fujiwara. Eh bien, le pouvoir de cette famille est contesté, et si je vais très vite, est contesté par des clans guerriers qui surgissent dans l'est du pays, dans le Kanto, donc la région actuelle de Tokyo. On va pouvoir remettre une carte, je pense, comme ça vous pourrez situer. Si ça sera parfait. Ça serait bien. Oui, comme ça les gens vont pouvoir situer dans la région du Kanto, dans l'est du pays. Donc c'est des groupes guerriers, mais ils viennent d'où ces groupes guerriers? C'est des petits seigneurs. Encore une histoire. Ah oui, d'accord. On va d'abord montrer la carte, les gens vont voir la carte. Et donc ils inventent ces guerriers, dont je vais vous expliquer d'où ils viennent. Ces guerriers inventent à la fin du XIIe siècle un nouveau système politique qu'on va appeler en japonais le bakufu, c'est-à-dire le gouvernement militaire, et qu'en français on traduit tout simplement par régime du shogun ou shogunat, enfin en français ou en langue occidentale. D'accord. Shogunat en allemand. Shogunat, très bien. Donc c'est le bakufu, d'accord. C'est le bakufu, oui. Donc le gouvernement de la tente, enfin le gouvernement du général en campagne en quelque sorte. Très bien. Et ce système politique donc intervient comme une sorte de nouveau système, comme de nouveau système qui concurrence celui de la cour impériale qui est toujours installé à Kyoto. Donc vous avez deux pôles qui se balancent, un à l'ouest avec l'empereur et l'autre à l'est avec les guerriers et le shogun. Très bien. Ce pouvoir s'installe dans une petite ville qui est une bourgade à l'origine qui s'appelle Kamakura et qui va devenir la capitale des shoguns au cours du XIIIe et du début du XIVe siècle. C'est dans l'est du pays alors, Kamakura. Il est à 50-60 km au sud de Tokyo aujourd'hui. D'accord, oui, d'accord, je vois. Très intéressant. Les gens ont la carte, donc ils arrivent à situer un petit peu près par rapport à Tokyo aujourd'hui. Donc il va y avoir donc à Kamakura, donc on rentre dans la période dite de Kamakura avec cette rivalité qu'il existe entre deux pouvoirs finalement en place et il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre à un moment donné. Oui, enfin c'est pas exactement une rivalité, c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que en fait, ce qui s'est passé, c'est que il faut comprendre ce que c'est que cette classe de guerriers. En fait, dans les territoires périphériques que sont l'est du Japon à cette époque-là, puisque tout l'extrême nord n'était pas encore sous l'autorité de la cour, oui. Donc l'est, ça représente un petit peu les marges. Kanto, c'est les marges. C'est les régions un petit peu périphériques. Et dans ces régions périphériques, petit à petit, brigandage, piraterie font que les redevances qui sont payées et qui doivent être envoyées par convoi à la cour de Kyoto n'arrivent plus. Ah. Problème. Et pourquoi elles n'arrivent plus? Parce que les couches sociales qui ont émergé dans ces régions-là les détournent. Soit elles les volent, et dans ce cas-là on dit c'est des bandits, soit les hommes d'armes qui accompagnent les convois exigent, pour arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la capitale, qu'on les paye et qu'on les paye bien, pour défendre les redevances en quelque sorte. Et donc surgit petit à petit des notables armés dans les provinces orientales qui, à leur tour, emploient des hommes d'armes qui sont leurs hommes et à qui, en échange de leur service militaire, leur donne des terres qu'on appelle des fiefs. Mais d'accord, donc en fait il y a une sorte de...
l'instauration d'un système féodal finalement avec déjà des petits seigneurs qui vont prendre dans le domaine public des terres et leur donner à leur homme d'armes, quoi. Donc créer vraiment des vassaux déjà des vassaux. Exactement ça. C'est-à-dire qu'on a, enfin, ce qui caractérise une société féodale n'importe où dans le monde, enfin essentiellement en Occident ou au Japon, c'est le fait que en échange du service militaire au sens strict du terme, hein, c'est-à-dire du service des armes, c'est-à-dire se battre sur le champ de bataille aux côtés de son seigneur, le défendre, et l'assister, et bon, etc. Eh bien, le courage qu'on a déployé sur le champ de bataille, la loyauté avec laquelle on s'est conduit vis-à-vis de son seigneur, fait que celui-ci doit récompenser. Et la récompense dans une économie où il n'y a pas de monnaie, ou très peu, ne peut pas être une récompense monétaire, ça ne peut pas être un salaire. Donc, la seule richesse étant la terre, c'est forcément en terre qu'on récompense. Donc, on donne des terres qu'on a prises aux vaincus et qu'on attribue donc à ces hommes. Et en échange de cette terre qui leur est attribuée, ces hommes, évidemment, doivent fidélité, loyauté à leur seigneur. Et donc, du coup, on a ce qu'on appelle une société féodale. Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est le même principe que celui qui régit les rapports sociaux dans la société féodale occidentale. Et en ce sens-là, il y a ressemblance entre les deux sociétés, à cette époque-là en tout cas, avec des différences culturelles sur lesquelles je ne reviens pas, la religion, etc. Mais sur l'organisation sociale en tant que telle, il y a quand même quelque chose qui se met en place au Japon et que les historiens, et c'est ça qui est intéressant, ont repéré très vite au Japon comme en Occident. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce que justement la période Kamakura, j'avais cru voir dans un de vos livres que vous parliez que c'était une période un petit peu sombre à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte de... C'était un petit peu avant, il y avait une période vraiment sombre et qui est réétudiée en ce moment justement par les historiens japonais pour réévaluer un petit peu la période. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, là il faudrait évidemment rentrer dans l'idéologie japonaise, c'est un peu compliqué, mais disons que... le système qui suit le Moyen-Âge, qui fait suite au Moyen-Âge, qu'on appelle le régime des Tokugawa, ou l'époque d'Edo. Enfin, Edo, c'est le nom de la capitale, l'ancienne Tokyo. C'est-à-dire la période qui va en gros du XVIIe au milieu du XIXe siècle, est une période de paix. La période qui précède le Moyen-Âge est une période de paix. Et le Moyen-Âge est une période de guerre. Enfin, il n'y a pas de guerre tout le temps, mais il y a beaucoup de guerres. Donc, ce n'est pas une période très calme, on va dire. Hein. Sur les 5 siècles du Moyen-Âge, il y a quand même 4 siècles de guerre, ou à peu près. Donc, si vous voulez, le confucianisme, qui est un élément important de l'idéologie japonaise, qui vient de Chine, insiste sur le fait qu'il faut maintenir les gens à leur place. Et que le fait de maintenir les gens à leur place permet de garantir la stabilité, ce qu'ils appellent l'harmonie. Cette harmonie, c'est le bien le plus précieux, c'est-à-dire la paix. L'harmonie sociale, finalement. Voilà, l'harmonie sociale. Alors, nous, on n'appelle pas ça comme ça chez nous, mais peu importe. Eux, ils parlent d'harmonie. Pourquoi pas, hein, c'est le fait que, finalement, une société tient debout sans qu'il y ait de conflit majeur, et que quand il y a conflit, on s'arrange, on négocie. Alors, c'est dans la société chinoise un idéal de gouvernement, évidemment. Pour que cette société tienne debout, il faut que le souverain soit sage et bienveillant, et que les sujets soient obéissants. Alors, ça peut être interprété comme une idéologie, évidemment, du conservatisme le plus total, hein. Oui, et puis moi ça me fait un peu penser finalement au régime des privilèges, un petit peu comme on pouvait avoir, encore une fois en Occident, avec un tiers-État, avec des paysans et des souverains, des suzerains. Tout à fait. Tout à fait. Mais dans le cas du Japon, on a donc surévalué du coup l'époque de Heian, qui était une époque de paix, c'est-à-dire avant le Moyen-Âge, et l'époque des Tokugawa, après le Moyen-Âge. Et l'époque médiévale était considérée comme un moment épouvantable parce que justement les gens ne respectaient pas cette harmonie. C'est-à-dire que chacun essaie de tirer la couverture à lui en quelque sorte et est prêt à faire la guerre à son voisin, guerre privée à son voisin, la vendetta, etc., pour imposer son autorité sur une région, sur une vallée, sur un territoire quelconque. Et ça, cette manière de faire n'était pas du tout conforme aux idéaux confucéens. Donc, on a longtemps considéré le Moyen-Âge, et l'époque de Kamakura, entre autres,
l'époque de Kamakura, c'est en gros le XIIIe siècle. Oui, voilà, 13e, oui. On a considéré donc cette époque comme des périodes maudites de l'histoire japonaise. C'est intéressant. Et c'est pour ça que le Moyen-Âge a souvent été décrié comme une période pas très intéressante, alors qu'en fait, c'est une période, et ça, les historiens contemporains l'ont bien montré, et moi à leur suite, au contraire, c'est une période sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan social, c'est extrêmement intéressant. Sur le plan économique, c'est extrêmement intéressant. Le Japon sort du Moyen-Âge avec un niveau économique qui n'a rien à voir avec ce qu'il était aux alentours du XIe ou du XIIe siècle. Il y a donc une expansion économique, commerciale au-delà des mers, etc., qui est caractéristique du Moyen-Âge. Et on ne peut pas du tout dire que le Moyen-Âge, c'est uniquement la guerre et c'est uniquement l'anarchie politique. Les conflits et tout ça. Ouais, c'est super intéressant parce que vous le dites finalement, et même aussi, c'est une époque de changements sociaux, c'est-à-dire que c'est le premier âge des guerriers, c'est comme ça un petit peu qu'on présente aussi cette période-là, et c'est une période où eh bien, on voit que des guerriers montent dans l'échelle sociale aussi, donc il y a une sorte de changement de l'échiquier social où on a des guerriers qui désormais possèdent des terres. Après, je sais pas si et qui instaurent un petit peu aussi leur régime, qui commencent à pouvoir donner à leurs fils leurs terres, et donc qui créent leur dynastie, on va dire, à une échelle locale. Et donc c'est une période qui ensuite donc débouche après, vous le disiez, qui va y avoir beaucoup de conflits quand même, mais qui va après déboucher sur, vous le disiez, une expansion vers l'extérieur aussi, avec après la monnaie qui va arriver, avec par la Chine et ce genre de choses. Donc c'est une période qui est vraiment... Alors quand on la découvre, on se dit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de familles, de dynasties qui se font la guerre. C'est Game of Thrones, à un moment donné, le Japon médiéval. Ah, complètement. Complètement. C'est Game of Thrones, mais vraiment, mais par contre, c'est vraiment l'instabilité ou le bouleversement social qui va laisser place à une ouverture finalement vraiment, vraiment intéressante. Et du coup, moi, c'est assez intéressant parce que moi, je vous ai proposé de parler un petit peu de Kamakura parce que j'avais envie de poser un petit peu l'histoire du Japon dans une période. Et aussi parce que c'est une période que j'ai découvert parce que, que beaucoup de gens qui nous regardent ce soir ont peut-être découvert aussi par le biais d'un jeu. Et vous m'avez dit que vous en aviez entendu parler, même si vous n'êtes pas très jeu vidéo, par le jeu Ghost of Tsushima. Donc, qui est un jeu qui nous plonge dans la vie de Jin, donc qui est un jeune samouraï et qui en fait doit défendre l'île de Tsushima contre les invasions mongoles. Donc c'est un petit peu ça le motif. Donc on est plongé dans l'histoire des samouraïs, un petit peu leur code d'honneur, comment est-ce qu'ils voient la façon de se battre, la façon de défendre leur terre, leur famille. Et aussi qui nous projette un petit peu dans le combat face à l'Empire mongol qui, à ce moment-là, était très étendu. Et donc, nous plonge à ce moment-là, la date, on va dire, c'est les tentatives d'invasion mongole du Japon. En tout cas, à ce moment-là, c'est fin du XIIIe, donc 1270, 1280, dans ces périodes-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie d'en discuter avec vous, parce que je trouve ça intéressant un petit peu de poser le contexte de cette période, qui est une période qui est montrée dans le jeu de façon assez intéressante comme une période de prospérité que les Mongols viennent perturber. Et ça, c'est assez rigolo, parce que finalement, on se rend compte que vous nous dites que le Japon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de conflits internes aussi, entre les familles, à l'échelle locale. Et donc, je trouve ça aussi assez intéressant. Et je voulais discuter aussi un petit peu avec vous, finalement, là on a parlé un petit peu de la structure interne du Japon, mais aussi les relations avec l'extérieur, c'est-à-dire que là, l'invasion mongole, est-ce que c'est... parce que c'était, donc à ce moment-là, c'est Kubilai Khan, donc, qui était le petit-fils, il me semble, de Gengis Khan, qui a porté justement l'invasion dans l'archipel nippon. Comment est-ce qu'au Japon c'est retranscrit? Comment déjà se sont passés ces événements? Bon, alors là, on rentre dans une autre perspective, qui est la perspective internationale. Tout à fait. Alors, en deux mots, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que donc Gengis Khan, donc, qui était le chef mongol, réussit à réunifier les tribus aux alentours au tout début du XIIIe siècle. Et à partir de là, une expansion mongole est absolument foudroyante, aussi bien vers l'ouest, puisqu'ils vont arriver jusque pratiquement aux frontières de la Pologne, vers le Moyen-Orient, puisqu'ils vont détruire Bagdad, vers l'Inde, c'est la fameuse dynastie des Moghols, et non pas des Mongols, mais c'est le même mot. Et puis, surtout, pour ce qui nous intéresse, vers la Chine. Et en Chine, donc, il y a une première poussée qui permet
d'envahir la moitié nord de la Chine, se maintient au sud une dynastie qu'on appelle les Song du Sud. Et puis les Song du Sud sont à leur tour balayés par les Yuan, donc c'est-à-dire la dynastie mongole qui s'est établie dans le nord de la Chine, qui par ailleurs envahit également la péninsule coréenne. Alors c'est des guerres épouvantables, massacres, etc. Et la Corée est à peu près vaincue et soumise aux alentours de 1260. Les Mongols ont entendu parler, et Marco Polo, qui est à la cour des Mongols, la cour de Kubilai Khan le dit lui-même, que Cipango, puisque c'est comme ça qu'on appelait le Japon à l'époque, Cipango est d'une richesse incroyable avec des... Et il dit les maisons ont des tuiles en or sur leur toit. Faut pas exagérer, mais il y avait vraiment des ressources au Japon, des ressources. C'est du fantasme. C'est du fantasme. Le Japon était pas spécialement riche à cette époque-là, mais c'était quand même un foyer de riziculture importante. Il y avait quand même des richesses, bien sûr. Et les Mongols décident, enfin les Kubilai Khan donc décident, après avoir soumis la Corée, de soumettre le Japon à son tribut. Donc il envoie des émissaires pour dire aux Japonais soumettez-vous, sinon ça ira mal. Et les Japonais donc coupent les têtes des émissaires et les renvoient à Pékin. Sympa. Ouais, sympa. C'était un message clair. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire dans le domaine des relations internationales. Non, c'est vrai. Parce que, évidemment, Kubilai Khan, qui était immensément puissant, décide donc, à la suite de cette rebuffade intolérable, de conquérir le Japon. Donc, il réunit donc, il fait construire une flotte dans les ports de ce qui est à peu près la région de Shanghai aujourd'hui et dans les ports coréens pour envahir le Japon. Le problème, c'est que les Mongols sont très bons. Enfin, s'ils ont réussi à conquérir la moitié du monde, la moitié de l'Eurasie, c'est parce qu'ils ont une cavalerie extraordinaire. C'est ce qui est dit, oui. Ce sont des combattants à cheval. Et ce ne sont pas des marins, les Mongols. Le Mongolie, c'est l'Asie intérieure, donc ils connaissent rien aux techniques navales. Et donc, pour manœuvrer ces bateaux, sur lesquels ils embarquent des chevaux et leurs combattants mongols, eh bien, il faut faire appel à des marins chinois ou coréens qui savent manœuvrer les bateaux. Il y a des petits Japonais peut-être qui voulaient tirer leur épingle du jeu aussi peut-être ou... Non, pas à ce moment-là. Non, parce que c'était quand même une armée d'invasion. Donc, lorsqu'ils arrivent, il y a une première invasion en 1274 qui est très très mal coordonnée, mais ils réussissent quand même à s'emparer de Tsushima, qui est cette île qui est à peu près à mi-chemin entre la Corée et le Japon. Et ils la prennent alors. Ah oui, ils la prennent. Parce que nous, dans le jeu, on dit qu'on la prend pas, on arrive à la défendre, mais en réalité, ils l'ont pris. Ça a été des massacres épouvantables. Ils ont massacré la moitié de la population. Enfin, le sang coulait partout. Non, ça a été horrible. Et à partir de Tsushima, ils ont fait relâche donc à Tsushima après l'avoir prise. Et puis ensuite, ils ont essayé de passer sur les côtes de Kyushu, donc de l'autre côté de la mer, du côté japonais. D'accord. Là, ils ont débarqué, ou ils ont essayé de débarquer. Et les Japonais, alors ça, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais les Japonais savaient qu'il fallait absolument et à tout prix gagner la bataille sur les plages. C'est vraiment le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. C'est-à-dire que si les Mongols réussissent à débarquer et à entrer dans le pays, ça va être très très difficile de les arrêter parce qu'ils ont cette fameuse cavalerie qui est redoutable et puis ils savent faire la guerre et puis etc. Donc les Japonais réussissent à contenir les Mongols lorsqu'ils débarquent sur les plages, grâce justement à eux-mêmes, à leurs armes, enfin à leurs samouraïs, à leurs guerriers qui savent aussi faire la guerre, à leur manière, mais qui savent aussi faire la guerre. Alors le problème, c'est que les Mongols utilisent déjà des armes, de la poudre et des petites canonnières qui font beaucoup de bruit, qui effraie évidemment d'abord les hommes, puis ensuite les chevaux, ou les chevaux d'abord et les hommes ensuite, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, ça crée quand même beaucoup d'effroi. Mais finalement, l'histoire nous raconte qu'une tempête se lève et que les troupes mongoles qui avaient commencé à débarquer sont contraintes de rembarquer. Et puis la tempête est de plus en plus méchante, et donc du coup, les bateaux sont un peu dispersés.
Et les amiraux mongols qui étaient conseillés par des Chinois ou des Coréens leur disent on peut pas continuer comme ça, il faut revenir en arrière. Donc ils repartent. Alors cette tempête, effectivement, c'était une tempête, c'était pas un typhon, mais c'était une tempête. Et c'est une explication possible du premier échec de l'invasion mongole. La seconde étant qu'il y avait en fait des divisions très graves entre les dirigeants mongols eux-mêmes. C'était pas d'accord sur la manière de procéder. Et cette expédition, à vrai dire, avait été montée un peu vite. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout... s'ils avaient gagné, ils ne savaient pas eux-mêmes très bien ce qu'ils auraient fait en fait, au Japon. Parce que, on y va, mais on verra bien. Oui, et si vous voulez, il y a le problème de la mer. C'est-à-dire que comme ils ne maîtrisent pas la mer, une fois qu'ils sont au Japon, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Donc, vous savez, les Mongols, ils fonctionnent par raids. Hein. C'est des razzias en réalité. Ouais, hein. Donc, ils détruisent tout, ils pillent et puis ils reviennent. Et parfois, ils restent un petit peu et puis ils avancent un petit peu comme ça à chaque fois. Mais là, bon. En tout cas, c'est un échec, mais les Japonais ont compris que les Mongols allaient revenir. Ils le savaient, enfin, il y avait, je sais pas, des espions, je ne sais pas. Un épisode 2. Effectivement, les Mongols ont décidé de réattaquer à nouveau en 1281. De retour. Donc, quelques années plus tard, 74-81. Donc, 7 ans plus tard. Sauf que cette fois-ci, ils ont préparé le coup un peu mieux. Ils ont non seulement des soldats avec des chevaux, mais ils embarquent également des artisans. Ils ont apparemment des outils agricoles. Ils ont également sans doute des provisions en plus grand nombre. Et ils utilisent cette fois-ci une flotte qui vient pour partie de Chine, pour partie de Corée, qui doit se concentrer justement devant les côtes japonaises pour attaquer. Ce qu'ils font donc avec le même scénario, c'est-à-dire qu'ils s'emparent de Tsushima, ils moulent tout, deuxième fois. Je pense que c'était déjà parti les Japonais, j'espère qu'ils sont pas. Alors il y a eu d'autres îles qui ont été ravagées, et ça a été épouvantable. Et comme toujours dans le cas il y a des gens qui me parlent de l'île de Iki par exemple aussi. Oui, l'île de Iki qui a été également passée au fil de l'épée, au fil du sabre. Et les voilà qui sont donc devant les côtes japonaises. Et là, se produit 2 incidents. Le premier, c'est que la flotte chinoise arrive en retard. Donc, il n'y a que la flotte venue de Corée qui est devant les côtes japonaises. Les renforts ne sont pas là encore, mais ils décident de débarquer quand même. Et les Japonais ont compris, entre-temps, ils ont encore plus compris que la première fois qu'il fallait bloquer les Mongols sur les plages. Et alors, pour ça, ils ont eu le temps de construire des murets, que j'ai vus d'ailleurs, des murets d'1,50 m qui sont comme en anti-char en quelque sorte, mais c'est anti-chevaux en réalité. C'est-à-dire que les chevaux ne doivent pas les franchir. Il ne s'agit pas de murailles, il s'agit de tas de pierres en fait, de sport de tas de pierres. Et ils sont encore visibles aujourd'hui ? C'est après des... C'est finesse qu'on arrive encore à voir ça des années après. Il y a des endroits où ils sont encore visibles, oui. Ça s'appelle comment ces petits tas de pierres ? Ils ont été restaurés. Comment ? Ça a un nom ces petits murets comme ça ? Petits murets. Les murs de combat des Mongols. Oui, c'est ça. Mais ces murs étaient suffisants pour empêcher le développement de la cavalerie parce que les Japonais avaient donc leurs archers planqués derrière les murs qui abattaient les chevaux mongols, empêchant donc les hommes de... Alors, les Mongols, les combats sont terribles. Hein. C'est d'une violence pas possible. Et les Mongols sont à 2 doigts à chaque fois de traverser quand même la ligne de défense japonaise. Puis à chaque fois, c'est la fin du jour, on n'y voit plus rien, donc on est obligé de reculer. Et on est obligé de passer la nuit sur la plage ou dans les bateaux en attendant de réattaquer le lendemain. Et les Japonais tiennent. Les guerriers japonais tiennent le coup. Et alors là se produit, alors effectivement, ce qui est vraiment un typhon, ça c'est confirmé par les sources météorologiques diverses qu'on a de l'époque. Il y a des témoignages écrits de gens qui n'étaient pas du tout dans cette région-là, mais qui savent qu'il y a un typhon qui est passé et ça correspond aux dates. Donc il y a eu effectivement un typhon. Alors là, un typhon, c'est un cyclone, hein. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Oui. Les bateaux de cette époque-là ne résistent pas. Ce qui fait que les Mongols, la flotte mongole est complètement éparpillée d'abord par la tempête.
Les hommes sont évidemment malades comme des chiens, et les bateaux se fracassent contre les récifs ou contre les îlots qu'il y a au large un peu plus loin. Certains réussissent à débarquer, mais ils perdent leur bateau, donc ils sont coincés sur des îlots avec leurs armes et leurs chevaux, mais sans bateau. Ah oui, c'est ça. Rien faire. Et donc, quand le typhon est calmé, ben, les Japonais, évidemment, contre-attaquent et la flotte est dispersée. C'est une très, très grave défaite des Mongols. Ce typhon, cette première tempête, qui était une simple tempête en 1274, et ce typhon de 1281 vont être qualifiés par les sources japonaises de vent divin, c'est-à-dire en japonais kamikaze. Ah, mais c'est là d'où vient le nom. Il y a des gens qui l'avaient dans le chat apparemment aussi, qui parlaient justement de ça, donc donc ça vient de là, le terme kamikaze. Ça vient de là, enfin en japonais on dit shimpu, mais c'est ça, oui. Alors ça vient de là, c'est-à-dire que c'est une expression très ancienne qui date en fait. Elle existe déjà dans le Kojiki au 7e siècle, mais elle désigne effectivement des vents divins qui se lèvent pour sauver le héros. Ouais, c'est ça. Et là, les Japonais, donc. Donc c'est le Japon qui lui-même qui est sauvé par ces vents divins qui dispersent la flotte mongole, effectivement, en tout cas en 1280, ça c'est sûr. Alors, intervient à ce moment-là un autre épisode qui est tout à fait important pour l'historien, mais aussi pour comprendre la suite. Oui. C'est qu'on est dans une société féodale. Si moi, je suis un guerrier, que j'ai été mobilisé pour répondre aux ordres de mobilisation de mon seigneur et du shogun en particulier, je veux bien me battre contre les Mongols et faire tout ce que je peux pour les repousser, mais il y a un moment où je dis il faut passer au tiroir caisse. C'est-à-dire que mon devoir coûte quelque chose quand même. C'est-à-dire mon devoir, je n'ai pas fait ça gratuitement quand même. Bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, shogun ou seigneur, vous allez me donner en échange de tout ce que j'ai fait pour vous? Ah oui. Et la réponse est, d'habitude, on donne les terres des vaincus. Oui. Et là, là les vaincus sont extérieurs. Et ben voilà. Oh non, il n'y a rien? Et il n'y a rien. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Et vous comprenez que... Là, il y a problème. Il y a un problème, parce que dans une société féodale, si vous ne récompensez pas en terre ou à la rigueur en fonction rémunérée, bien sûr, si vous ne récompensez pas vos hommes, eh bien vos hommes vous lâchent parce que la loyauté a quand même des limites. Bien sûr, ah oui. Dans n'importe quelle société, on est loyal jusqu'à un certain point. Et donc, dans le cas précis des invasions mongoles, les guerriers, les samouraïs qui ont participé à ces combats ne sont pas récompensés ou peu récompensés. Et donc, ils en veulent énormément aux dirigeants de Kamakura, donc, le régime de Bakufu, le régime shogunal, qui ne les a pas correctement récompensés. Et à partir de ce moment-là, apparaît dans le Japon de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle une sorte de guerre civile larvée, où on respecte de moins en moins l'autorité. Les petits seigneurs qui sentent que le voisin est un peu affaibli pour X ou X raisons réussissent à s'emparer de sa terre et à l'éjecter et prendre sa place. Et donc, il y a une sorte de micro-guerre civile, enfin de brigandage. Les brigands, c'est toujours les autres. Hein, c'est pas nécessairement des vrais brigands genre Robin des Bois, c'est simplement des gens qui agissent sur leur propre intérêt, mais qui est contradictoire à celui de l'autorité. Et donc on dit, c'est des brigands, donc on va réprimer les brigands, des mauvais garnements, des mauvaises gens, et en fait, on est au bord de la guerre civile, et le régime finit par s'effondrer en 1333. C'est-à-dire que les guerres mongoles sont à l'origine de l'effondrement du régime de Kamakura. C'est vachement intéressant parce que c'est intéressant ce que vous me dites parce que moi j'apprends aussi par rapport, comme je vous le dis, vous avez découvert finalement la culture japonaise par Les 7 Royaumes, ce film que vous avez vu, et moi je découvre aussi l'histoire japonaise par ce jeu qui est Ghost of Tsushima où on nous dit qu'en repoussant les Mongols, on a réussi à sauver le Japon, et là vous me dites qu'en fait, tout ce que j'ai fait, moi en tant que héros de ce jeu vidéo, ça n'a servi à rien puisque finalement le shogunat est tombé des années plus tard. Ça n'a pas servi à rien en ce sens que les Japonais se sont épargnés quand même une invasion mongole, ce qui quand même était et des massacres, oui, tout à fait. Oui. Donc d'un certain point de vue,
l'héroïsme, en tout cas le courage des combattants japonais à sauver leur pays. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont été aidés par les moines et la cour impériale qui ont prié les divinités. Et les divinités sont intervenues grâce à ces vents divins. C'est ça, les kamikazes. Tout le monde a bossé pour la victoire. Les guerriers qui se sont battus, les moines et la cour impériale qui ont prié. Et les vents qui se sont déchaînés. Donc tout le monde est content, sauf que évidemment le problème de fond, c'est-à-dire le fond de tiroir caisse, trivial, c'est-à-dire comment je fais pour récompenser tous ces gens qui se sont battus pour moi, il n'a pas été réglé. Et donc du coup le régime s'est effondré, ça a mis 50 ans, mais il s'est effondré un peu plus tard. Mais on n'avait pas moyen de faire un petit peu comme les Normands ont fait avec les Vikings, enfin comme le roi de France avait avec les Normands à un moment donné, leur donner, on pouvait pas leur redonner un bout de terre, il n'y avait pas de, c'est quand même. C'est terrible. Ah non, il y avait rien à donner, quoi. Si vous voulez, le régime shogunal face aux Mongols, a opéré une sorte de mobilisation nationale de tous les guerriers du pays. Ah oui. Donc, ils ont tous répondu, avec plus ou moins de rapidité, mais ils ont tous répondu à l'appel. Oui. Ce qui fait qu'ils ont réussi à concentrer autour des plages un nombre considérable de combattants. Ça, c'est une réussite du régime. Ça, c'est une... Oui. Mais inversement, comme ils n'ont pas pu les récompenser, ça a fini par créer un problème douloureux. C'est ça. Très douloureux. Dans un premier temps, ils ont dit bon, on va abolir les dettes parce que certains samouraïs étaient endettés. Enfin bon, le problème de fond, si on abolit les dettes, c'est très bien, mais le problème de fond se repose 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard ou la génération suivante. Donc, de toute façon, les samouraïs ceux qui s'étaient mobilisés dans cette guerre, c'est la majorité, se sont considérablement appauvris en réalité. C'est intéressant parce que justement, je reviens à Ghost of Tsushima, vous parlez justement de samouraï, on incarne un samouraï dans le jeu. Quand vous parlez de soldats, tous les soldats sont samouraïs à ce moment-là, ou est-ce que le samouraï représente une élite du guerrier? C'est compliqué parce qu'on est dans une société complètement hiérarchisée. Donc, ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez donc des seigneurs sur leur terre qui reconnaissent l'autorité du shogun. Oui. Ils sont en quelque sorte les vassaux du shogun. Ces seigneurs sur leur terre ont eux-mêmes une maisonnée, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des frères, des cousins qui sont prêts à se battre avec vous, pour vous, sous votre direction, et puis aussi des hommes d'armes qui sont des roturiers en quelque sorte, mais qui ont quand même été formés aux arts de la guerre. D'accord. Ces hommes d'armes, on peut les désigner sous le terme de samouraï, puisque samouraï signifie serviteur. Donc ces samouraïs qui sont des hommes d'armes, si vraiment ils se sont battus comme des fous pendant la guerre, le seigneur va les récompenser et donc leur fournir peut-être un bout de terre. C'est pour ça qu'ils se battent d'ailleurs. Si on leur fournit pas de bout de terre, ils n'ont aucun intérêt à se battre. Donc quand on dit les samouraïs sont loyaux, ouais, mais enfin... En fait, c'est ça, il y a quand même une nécessité triviale. Parce que, et puis, j'imagine, enfin, c'est une autre question, parce que forcément, quand nous, aujourd'hui, on considère qu'un pays, c'est la France, ça a des frontières, etc. Est-ce qu'au Japon, est-ce qu'il y a la notion d'État japonais, ou de royaume, vraiment, ou pas vraiment, peut-être comment... non, justement, le pays, il existe, il n'y a pas de nation japonaise, bien entendu. Il y a l'idée quand même qu'il existe un pays qui n'est pas celui des Mongols et qu'il va falloir le défendre contre les Mongols. D'accord. Parce que les guerriers, enfin les samouraïs ou même les nobles de cour savent très bien que si les Mongols l'emportent, eux vont passer un sale quart d'heure. Donc il faut se battre. Mais c'est pas pour des raisons nationales, c'est pour des raisons tout simplement de survie. Oui, voilà. Alors il n'y a pas d'État au sens un État moderne évidemment, mais il y a quand même un État, il y a l'État capable de mobiliser les gens, de leur faire construire des murets, etc. Et de les récompenser s'ils avaient pu le faire. C'est pas qu'ils voulaient pas le faire, c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ok, donc même le samouraï finalement que on nous dépeint toujours comme la représentation d'une certaine art de vivre, etc. Lui aussi a des besoins triviaux de avoir récupéré une terre après une guerre finalement. Bien sûr. Pas pour simplement les beaux yeux du Seigneur. C'est ça. Mais est-ce que il y a un moment, il faut que le Seigneur il lâche aussi. Sinon, ça ne marchait pas. Oui, parce que nous aussi, nos chevaliers, finalement, ils avaient un code d'honneur, nos chevaliers occidentaux qui devaient respecter, défendre la veuve et l'orphelin, etc. Mais malgré tous les codes d'honneur qui peuvent exister pour les chevaliers orientaux, enfin du Japon ou même chez nous, il y a toujours une réalité économique derrière qui est celle
d'avoir une terre ou en tout cas une rétribution après avoir servi son seigneur, quoi, tout simplement. Oui, parce que si vous voulez, comment dire, le système d'héritage, le système d'héritage des fiefs, enfin des propriétés des seigneurs, fonctionnait sur une base qui est très différente de la nôtre. C'est-à-dire que dans notre société occidentale, le fils aîné, en principe, le fils aîné hérite du fief, le cadet devient moine, curé, et le troisième, on essaie de le caser quelque part, mais c'est souvent ce qu'on appelle les cadets de famille, les cadets de Gascogne, on disait à l'époque au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire des types qui étaient complètement fauchés en réalité. Mais bon, ils faisaient leur vie, et puis avec un peu de chance, ils s'en sortaient. Quand l'Église leur propose de faire des croisades, ils y vont. Ah bah voilà, mais je vais dire ça à mon petit frère. Je vais dire ça à mon frère, alors je vais dire, mais vas-y, mais Jules, toi aussi, va faire les croisades, c'est bien. De toute façon, tu n'auras pas l'héritage de la famille. Je vais enfin pouvoir m'en sortir. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent en Palestine? Eh ben, ils se taillent des fiefs. C'est ce qu'on appelle les fameux États chrétiens d'Orient. Tout à fait. Ils se taillent des fiefs et ils essaient évidemment de les maintenir contre les musulmans, contre les Arabes. Dans le cas du Japon, c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de primogéniture. C'est-à-dire qu'à chaque génération, le fief est en quelque sorte coupé en petits morceaux entre les différents héritiers. L'héritier officiel obtenant évidemment 50% de la part, ou 60%, et les 40% restants étant divisés entre les différents fils et les filles. Donc, ça veut dire qu'à chaque génération, le bien se rétrécit. C'est un petit peu ce qu'on avait finalement avec les Carolingiens, avec Charlemagne qui a donné à ses 3 fils, puis ses 3 fils ont redonné à d'autres. Exactement, c'est exactement le même système que les Carolingiens, et on voit que ce système fonctionne très mal en réalité, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque génération, le bien se rétrécit. Alors, pendant toute une période de l'histoire du Japon, on a pallié en quelque sorte ce problème par le fait qu'on défrichait de nouvelles terres. Aux alentours du fief, il y avait des bois, où il y avait des landes, ou des terres non cultivées, et on les mettait en rizière, on se débrouillait pour les mettre en... Donc du coup, on casait les frères sur cette nouvelle terre. Mais il arrive un moment où il n'y en a plus de nouvelles terres. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on est bien embêté. Et qu'est-ce qui se passe en général ? Eh ben, c'est qu'à ce moment-là, il y a des conflits qui apparaissent qui sont tels que la guerre privée éclate. C'est-à-dire que le petit frère qui a été mal loti sur un bout de terre s'allie avec le seigneur d'en face pour essayer de dégommer son propre frère, se mettre à sa place, etc., etc. Oui. Et on arrive à ce phénomène récurrent des guerres seigneuriales au Japon. Pourquoi ils se font la guerre ? Parce qu'ils n'ont plus de terre à chaque génération. C'est fou. Et donc, c'est la raison pour laquelle les guerres japonaises sont si violentes. C'est parce que l'objectif, c'est pas de faire le mariole sur un champ de bataille en disant « Regardez comme je suis beau, regardez comme je sais me battre ». C'est de tuer l'adversaire pour piquer son bien. Parce que sinon, tu n'en auras pas. C'est ça, en fait. Sinon, on n'en aura pas. Et donc, quand on est soi-même menacé par un adversaire, il n'y a pas 150 solutions, il faut se battre et se battre à mort. Et si on est vaincu, le vainqueur va vous prendre votre terre qui porte votre nom, va prendre votre femme, vos enfants, votre château, c'est-à-dire que vous n'êtes plus rien. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh ben, le type est tellement désespéré qu'il se suicide sur le soir de la bataille, sur le champ de bataille. C'est l'origine du fameux harakiri. À cette époque-là, c'est pas du tout comme ça, mais il se suicide effectivement parce que ils ont perdu leur honneur en quelque sorte. C'est ça. C'est-à-dire que le seigneur vainqueur, victorieux, va s'emparer de votre femme, dont il va faire sa concubine, comme on a le droit et vos enfants qu'il va élever d'ailleurs, voire même adopter, c'est arrivé, qu'on adopte le fils de son ancien ennemi qu'on a tué, et ainsi le fief continue. Mais le bonhomme qui lui a perdu la bataille, lui, il est fichu, donc il ne lui reste plus qu'une mort honorable.
Ah oui. Et donc, du coup, les combats sont extrêmement violents. C'est la raison pour laquelle il y a une violence dans cette société médiévale qui est absolument étonnante. Pourquoi est-ce qu'ils se massacrent comme ça? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'enjeu de l'harmonie, là, c'est même pas un enjeu d'expansion, c'est un enjeu de survie pour certains seigneurs, quoi. C'est vraiment... très différent des guerres féodales en Occident. Ah Qu'est-ce oui. qu'ils font, les gars, quand ils sont vaincus? Eh ben, ils les capturent et ils demandent une rançon. Tout à fait, exactement. Alors, le gars, dans le même milieu social, bien Oui. sûr, hein, pas les petits guerriers, enfin les petits combattants qui eux sont massacrés, mais les grands, je sais pas, par exemple, si le roi d'Angleterre à la bataille de Crécy capture le roi de France, il va pas l'exécuter et lui couper la tête. Ah bah non, il l'amène dans son château et il baffe, il chante, il danse, il joue aux échecs, éventuellement il lui donne sa fille, mais ouais, il le garde chez lui jusqu'à ce que... Il était peut-être bon d'être seigneur en Occident, plus qu'au Japon. Comment? Il était bon d'être plutôt seigneur en Occident plutôt qu'au Japon, parce que si on était capturé... Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. D'où d'ailleurs cette tension qui les anime et qu'ils maîtrisent ou qu'ils cherchent à maîtriser à travers soit la technique de la méditation du zen, soit les arts martiaux, qui sont aussi des techniques pas de méditation, mais disons de maîtrise de son corps, qui répondent à un état de tension extrême, qui devait dans un état de stress permanent. Là, justement, on parlait Quand ils se battent contre les Mongols et qu'à la fin, on leur dit t'auras rien, mon gars. C'est dur. Alors là, ils sont fous furieux. Bah, là, il y a une sorte de... Et du coup, ça va engendrer justement la chute de ce régime. Et des gens posaient la question dans le chat, voilà, pour essayer d'un petit peu terminer sur la question des conquêtes mongoles. Qu'est-ce qui va arriver après le régime, après qu'il s'effondre? Qu'est-ce qui le remplace? Alors, le régime s'effondre et une nouvelle dynastie, alors c'est une dynastie cette fois-ci, une dynastie shogunale, c'est-à-dire un chef de guerre émerge et s'impose comme shogun reconnu par l'empereur. Et ça va être donc la dynastie des Ashikaga qui va donc être à la tête du pays jusqu'en 1573, date à laquelle s'effondre à son tour. Non, mais ça aurait été une longue dynastie quand même, finalement, je crois, 1573. Ça a duré un siècle et demi à peu près. Cette dynastie a connu des hauts et des bas, évidemment. Mais c'est une dynastie non pas impériale, mais shogunale, on est bien d'accord. Très bien, oui, c'est ça. On parle effectivement du shogun et de l'empereur, le Mikado. On l'a appris maintenant, donc qui est à côté. Non, mais c'est intéressant, franchement, qu'on ait pu avoir justement ce déroulé en revenant justement sur le jeu Ghost of Tsushima et que vous nous avez un petit peu dépeint la réalité du combat, mais aussi de l'avant et de l'après et surtout de cette société japonaise à ce moment-là. Je prends quelques questions dans le chat parce que le temps file finalement, c'est super intéressant. On passe vraiment une soirée super. Enfin, moi j'apprends énormément de choses avec vous ce soir. Il y a justement quelqu'un qui posait une question dans le chat. En Europe, les villes avaient un statut particulier dans les différentes seigneuries, les villes pouvaient avoir un statut presque parfois autonome. Est-ce que c'était un petit peu le cas au Japon? Est-ce qu'il y avait des villes qui avaient ces statuts un petit peu particuliers ou est-ce que pas du tout? On avait vraiment des villes qui étaient complètement incorporées au reste d'un royaume? Alors, il faut savoir que ça dépend à quelle période on se place. Si on est à l'époque Kamakura, il n'y a que 2 villes au Japon. La capitale impériale, Kyoto, et la capitale shogunale, Kamakura. Après, il y a quelques bourgades, quelques ports, mais pas de ville au sens où on entendrait chez nous en Occident. D'accord. Donc ces villes sont ces bourgades plutôt, sont des gros villages en quelque sorte, où il y a des marchés qui se tiennent de façon épisodique, mais il n'y a pas véritablement de structure urbaine en dehors de ces 2 villes. Mais la situation change assez vite à partir on va dire du XVe siècle, avec un développement très important de l'économie au cours de cette période et l'ouverture des échanges notamment avec la Chine, la Corée, Okinawa et même l'Asie du Sud-Est. Et à ce moment-là apparaissent alors pour le coup des ports qui deviennent des cités au sens habitées par des citoyens. C'est-à-dire que ces cités sont dirigées par des oligarchies, bien sûr, de marchands puissants qui fonctionnent avec de manière quasi républicaine, avec des institutions de genre conseil municipal, ce genre-là, et qui s'émancipent ou qui tendent à s'émanciper des tutelles seigneuriales.
Et ces villes comme Sakai, c'est-à-dire l'ancienne, enfin ça correspond actuellement à une banlieue d'Osaka, Hakata, qui correspond à peu près à la ville de Fukuoka aujourd'hui, et quelques autres, Kobe, qui n'a pas changé de nom, constituent de ces villes que d'ailleurs, c'est intéressant, les missionnaires au XVIe siècle ont qualifié eux-mêmes de villes libres, comme chez nous, Venise ou Gênes, ou Florence, je sais plus. Qui étaient à ce moment-là des villes avec énormément d'influence. Bien sûr, qui étaient des républiques extrêmement puissantes, en particulier Venise, qui s'était constitué un véritable empire en Méditerranée et au-delà, et qui damait le pion aux grandes monarchies européennes. Donc, alors c'est moins développé au Japon qu'en Italie, mais on a effectivement ce phénomène d'urbanisation avec naissance d'oligarchies commerçantes à la tête de ces villes. Qui vont durer à peu près jusqu'à la reprise en main par les Tokugawa au début du XVIIe siècle. D'accord, donc il y a encore des choses similaires finalement à chez nous, sur des temporalités différentes, et il faut évidemment voir selon les époques, bien sûr, pour cette question. Il y a une question qui revient beaucoup d'un... Oui, dites-moi. Non, je termine là-dessus, avant qu'on passe à la question suivante. Ça veut dire que pour les Portugais qui sont arrivés au XVIe siècle, ils constatent que la classe guerrière fonctionne à peu près comme les classes guerrières d'Occident, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure la féodalité. Donc il y a une ressemblance. Mais il y a aussi les villes qui ressemblent aux villes occidentales. Oui. Et ils le disent très très clairement. Leurs villes ressemblent à nos villes d'Italie, aux villes libres d'Italie. Donc là aussi, il y a une similarité qui est tout à fait étonnante et qu'on retrouve évidemment pas du tout dans les discours des Portugais ou des Espagnols quand ils débarquent en Amérique ou quand ils débarquent en Asie du Sud-Est, où il y a des sociétés tout à fait développées, mais pas comme celle-là. Et en fait, c'est des villes, j'imagine, enfin en tout cas, sans trop rentrer dans le détail, c'est vrai que quand on regarde des villes comme Florence, comme Venise, c'est des villes qui ont inspiré l'Europe, alors que ce soit militairement parlant peut-être, mais c'est surtout aussi culturellement parlant. C'est des villes qui ont eu énormément d'influence, peut-être que c'est le cas aussi dans ces villes-là, qui ont eu... Oui, parce que vous voyez, par exemple, la bourgeoisie de Sakai, donc l'ancienne Osaka, pour simplifier, la bourgeoisie de Sakai a contribué grandement à l'invention de ce que nous on appelle la cérémonie du thé et que les Japonais appellent l'eau chaude. Ah, ok. Bon, on va regarder le thé, hein. L'eau chaude, c'est vrai que c'est moins parfumé, quoi. Ouais, on voit le truc du thé. Oui, je vois. Non, mais voilà, comme quoi il y a des similarités, c'est très intéressant. Il y a une question qui revient, notre ami d'un viewer qui, je sais, est très calé en histoire et qui me pose la question. C'est vrai qu'on arrive sur cette fin de première grande période des guerriers, sur une expansion du Japon commercial. Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'expansion un petit peu peut-être militaires aussi japonaises, ou est-ce que finalement on est resté dans des questions très, très internes? Alors, oui, c'est une question intéressante, ça. Il y a une expansion économique, commerciale, qui prend de l'ampleur au XVe et surtout au XVIe siècle. Et il y a également des expéditions, une expansion de nature militaire. Alors, pour ce qui est de l'expansion militaire, il y a deux types d'expansion militaire. La première, c'est un phénomène qui se développe d'ailleurs dès le XIVe siècle, qui est un phénomène de piraterie. Les Japonais, qui sont dans les îles là, au nord-ouest de Kyushu, si vous avez la carte, vous pouvez regarder. Dans ces îles-là, il y a une misère assez importante, et donc ils se lancent dans des expéditions de razzia en fait, sur les côtes coréennes d'abord, puis chinoises ensuite. Et ce phénomène ressemble beaucoup d'ailleurs aux Vikings d'Occident. Là encore, on peut faire des comparaisons. Alors c'est quand même très différent, hein, les Vikings, mais quand même il y a ce type de, c'est-à-dire qu'ils débarquent avec plusieurs barques sur un village, et puis ils se mettent à piller, ils raflent les femmes pour en faire des esclaves, et ils s'emparent des greniers évidemment, du riz, et ils rentrent. Donc les autres n'ont pas le temps de réagir sur les côtes coréennes que déjà les pirates sont repartis. Donc ce phénomène de piraterie endémique aboutit d'ailleurs à des contre-expéditions, et là on retrouve Tsushima, mais alors un siècle plus tard ou un siècle et demi plus tard, on laissait les tranquilles, ils ont assez souffert. Monte une expédition pour parce que
les fameux pirates viennent aussi de Tsushima. Donc, ils montent une expédition pour essayer d'en finir avec ces Vikings d'Extrême-Orient. Et ils montent une expédition en particulier contre l'île de Tsushima. Mais cette piraterie est endémique, disons, en gros de 1350 à 1520. Et puis alors, il y a un deuxième phénomène qui est un phénomène très différent, mais qui est vraiment à l'extrême fin de notre période, qui est la décision de Hideyoshi, qui était le dirigeant du Japon dans les années 1592, d'envoyer une armée conquérir la Corée et même marcher sur la Chine si possible. Alors c'est une affaire assez curieuse parce qu'on est à la fin des guerres civiles, le régime est en train de se stabiliser à peu près, et là aussi, il y a un phénomène chez certains seigneurs qui estiment ne pas avoir été récompensés comme ils auraient dû. Et Hideyoshi a cette idée géniale en disant puisque vous voulez tellement, allez conquérir les fiefs en Corée, après tout. Puisque vous voulez encore faire la guerre, allez la faire là-bas. Alors, il y a effectivement une armée considérable qui débarque en Corée, qui ravage la péninsule. On ne sait pas très bien quelles étaient les motivations de Hideyoshi. On n'a pas véritablement de textes qui nous permettent de dire il a fait ça à cause de ceci ou à cause de cela. Alors, il était un peu mégalo, parce que Hideyoshi, à la fin du XVIe siècle, il faut voir, il correspond quand même avec Élisabeth d'Angleterre. Il envoie des missives à la cour de France. Oui. Non, évidemment, il est en contact avec les souverains espagnols. Enfin bon, c'est une vraie puissance, Hideyoshi. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Certains disent qu'il voulait s'emparer de l'Empire chinois, mais enfin, il ne faut pas exagérer quand même. Oui. Bon. En tout cas, par 2 fois, il a envoyé des expéditions qui ont été terribles pour les Coréens, qui sont soldées, le deuxième en tout cas, par, disons, les Japonais ont souffert aussi à leur tour et finalement ils ont embarqué. Ils ont vu que c'était quand même très compliqué de se tailler des fiefs en Corée. Ils ont laissé tomber, ils sont revenus. Ouais, c'est bon. Allez, ils ont embarqué au passage pas mal de potiers, pas mal d'artisans coréens, quelques esclaves aussi. Ouais, ça n'a pas été une jolie affaire. Ça n'a pas été très concluant. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré quelques mois, 2 expéditions qui chacune ont duré quelques mois seulement. Oui, c'était pas une grande réussite quoi finalement. Mais donc il y a eu ces 2 phénomènes quoi, vraiment un phénomène d'une armée qui débarque et qui essaye d'instaurer quelque chose, et un autre système qui était le premier que vous évoquiez, qui était celui de la piraterie. C'était très intéressant et justement on a vu le côté intérieur et on s'est un petit peu projeté vers l'extérieur. Il est déjà 22h, c'est vrai que le temps passe tellement vite. J'avais une dernière question qui nous a été proposée justement par un collègue à moi qui s'appelle Ken Bogart, qui est un grand passionné d'histoire. Alors je ne sais pas si vous pouvez entendre la question parce que je vais le passer sur le stream, mais je vous la redonnerai juste après, Pierre-François. Et il avait 2 questions à vous poser, je le passe sur le stream et après je vous les redis, comme ça vous verrez, ça va nous amener encore vers d'autres questions. Bonjour, alors moi du coup j'ai 2 questions. La première, c'est qui a inventé les kanas, le système d'écriture simplifié que l'on utilise au Japon, et à quoi cela était-il destiné à la base? Et la deuxième question, c'est quelle a été l'influence de l'Occident durant le Bakumatsu, la révolution japonaise qui a mis fin au Bakufu? Alors en gros, il pose 2 questions sur son... je ne sais pas si vous aviez le live en même temps, mais je vous repose les questions. Non, je ne l'ai pas entendu. Alors, très bien, je vous la redonne. Alors, en gros, la première question qu'il pose, c'est quelle est l'utilité du kana, donc qui est cette écriture simplifiée, et d'où est-ce qu'elle vient, à quoi elle était, pourquoi est-ce qu'elle a été créée à la base, en fait. C'est la question qu'il posait en premier. Donc, je réponds déjà à la première question. Oui, je vous reposerai la deuxième juste après. Alors... les kanas, c'est un système donc de syllabaires. C'est pas un alphabet, ce sont des syllabaires, c'est-à-dire que chaque signe correspond à une syllabe et pas une lettre, qui sont apparus donc très tôt en fait, dès le 8e siècle en tout cas, certainement avant, qui permettent donc de noter les mots japonais, de noter la prononciation des mots japonais, indépendamment des idéogrammes chinois
qui, eux, renvoient à un concept. D'accord. Si vous voulez, pour donner une idée au lecteur, les chiffres arabes, par exemple, si je dis 2020, 2020, c'est un idéogramme, c'est-à-dire que c'est quelque chose, 2020, ça se voit et ça se comprend tout de suite, beaucoup plus vite que si vous écrivez 2, DEX, puis 1000, puis bon. Donc, l'avantage de l'idéogramme, c'est que quand on les connaît bien, il y a une puissance, une percussion en quelque sorte bien plus importante que. C'est comme les chiffres arabes par rapport aux chiffres latins. Ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Très bien. Une sorte de compression. Voilà. Très bien. Et alors, l'avantage de ces chiffres arabes et des idéogrammes chinois, c'est la même chose. C'est-à-dire que le concept, par exemple, si je dessine le chiffre 8, par exemple, je peux le prononcer 8 en anglais, 8 en français, 8 en italien, etc. Et ça signifie le même concept de 8 dans les 3 langues. Très bien. Donc, c'est un concept qui d'ailleurs, quand moi je lis l'anglais, les dates, par exemple, dans ma tête, je les lis toujours en français. Oui, je vois. Parce que c'est le même concept. Mais le problème, c'est que ces manières de noter, par exemple, 8, H-U-I-T, ça, il faut quelque part pouvoir l'écrire. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé les canas. Simplification. Donc, vous avez à la fois l'idéogramme, c'est le chiffre 8, et puis vous avez H-U-I-T qui a besoin d'être indiqué, et donc ils ont inventé ce système de kana. Les Coréens, par la suite, ont inventé le hangul, et le kana peuvent très bien complètement se substituer au caractère chinois. À l'origine, c'était d'ailleurs des caractères chinois simplifiés qui correspondaient à chacune des syllabes. Il y en a 49 dans le syllabaire japonais. Bon, après, il y a une question de cursive aussi, d'écriture. C'est-à-dire que vous avez différents types d'écriture, des écritures dites herbacées, des écritures dites beaucoup plus structurées en quelque sorte, ou au contraire complètement déstructurées. Ça, c'est la calligraphie, aussi bien pour les idéogrammes que pour les kanas. Et donc, à partir de ce moment-là, sont apparus en fait 2 syllabaires, non pas 1, mais 2. Ceux qu'on appelle les hiragana et l'autre qu'on appelle les katakana. Les hiragana, dit-on, mais c'est partiellement faux, étaient utilisés essentiellement par les femmes. Et les katakana étaient essentiellement utilisés par les hommes moines, les religieux, pour noter notamment les écritures bouddhiques qui étaient extrêmement complexes. Donc, ils écrivaient dans la marge, à côté de chaque caractère, sa prononciation en katakana. Et donc, on a ainsi 3 écritures, en quelque sorte, les idéogrammes à la chinoise, qui se prononcent évidemment de la japonaise, les hiragana et les katakana. Alors, dans le Japon d'aujourd'hui, les hiragana servent à la langue courante, et les katakana sont uniquement utilisés pour les mots d'importation étrangère. Ah, d'accord. Notamment les mots d'origine anglaise. Maintenant, aujourd'hui. D'accord, aujourd'hui. Évidemment. Très bien. Donc, je vois, c'est intéressant. C'est vraiment, là, c'est de la linguistique. C'est simplifié. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de repérer les mots qui sont importés aussi, de les simplifier, j'imagine. Oui, parce que, si vous voulez, chaque idéogramme, chaque idéogramme chinois peut se prononcer en japonais de plusieurs façons. Comment vous expliquer ? C'est un petit peu comme si en français, si vous voulez, on peut dire, c'est la même chose, mais on peut le dire de 2 façons. Vous avez par exemple soin par bain de mer. D'accord. Oui. Et puis vous avez thalassothérapie. Tout à fait. Thalassothérapie, c'est beaucoup plus chic, ça vient du grec. C'est vrai que c'est bien plus beaucoup plus chic. Quand vous dites je fais une thalassothérapie, c'est quand même un peu plus chic que de dire je vais dans une station où je recevrai des soins de bain de mer. Eh bien, en japonais, c'est pareil. C'est-à-dire thalassothérapie, ça serait le chinois, et bain de mer, ça serait le japonais. D'accord, je vois très bien. Non, c'est très clair. Du coup, là, la comparaison est assez parlante. Les idéogrammes seraient utilisés pour thalassothérapie et les kanas pour bain de mer. Très bien. C'est très clair. C'est extrêmement clair. L'autre question que nous avait posée la deuxième question, c'était quelle était l'influence des Orientaux dans le Bakufu qui a amené la chute du Bakumatsu. Donc ça, c'est une question qui nous projette un petit peu plus dans
dans le... Je comprends pas. Les orientaux, qu'est-ce que ça veut non, dire? les occidentaux. Comment est-ce que Les occidentaux. les Oui. occidentaux ont influencé justement, on va dire, la chute du Bakumatsu finalement? Alors, le Bakumatsu, ça désigne donc la période finale du shogunat d'Edo, des Tokugawa, donc les années qui commencent en 1853 et qui se terminent avec Meiji, donc en 67-68. Tout à fait. On l'appelle Bakumatsu. Bakumatsu, ça veut dire en japonais fin du Bakushu, les années qui correspondent à la fin du Bakushu. Alors, c'est une question qui a l'air simple comme ça, mais qui est très compliquée. Les Occidentaux ont joué un rôle évidemment important à partir du moment où les Occidentaux sont arrivés au XVIe siècle au Japon, comme vous le savez, mais le Japon s'est refermé au début du XVIIe et les Occidentaux ont été expulsés. Oui. Mais ils sont revenus en force, les Américains d'abord, les Anglais, les Français, les Russes ensuite, sont arrivés en force donc en 1853, ont rouvert le Japon, imposé des traités de commerce et d'amitié, des traités inégaux qui ont complètement déstabilisé l'économie japonaise et déstabilisé le régime d'Edo, le régime des Tokugawa, au point que celui-ci s'est effondré en 67-68. Alors ils ont joué un rôle, si vous voulez, important, ne serait-ce que par leur présence. D'accord. Et par le fait qu'ils ont obligé le Japon à entrer dans le marché mondial. Donc avec d'autres denrées, d'autres... Voilà, déstabilisant complètement les circuits commerciaux traditionnels et donc créant de la misère à droite et de la richesse à gauche. Voilà, l'inverse. et donc il y a eu une forme de déstabilisation de la société japonaise, déstabilisation des institutions politiques, de l'économie, puis ensuite de la société, parce que cette crise économique a débouché sur une crise sociale. Et donc, on peut dire que les Occidentaux sont les acteurs indirects, mais pas directs, indirects de la crise finale. Alors, lors de la crise finale, l'ancien régime des Tokugawa était plutôt soutenu par les Français. Ah oui, j'ai entendu parler d'une histoire comme ça, oui, tout à fait. Et les Anglais, eux, soutenaient plutôt les fiefs du Sud-Ouest qui ont pris le pouvoir et rétabli l'empereur. C'était ça. Donc les Anglais ont joué le bon cheval en quelque sorte. Les Français sont envoyés. Et j'avais entendu l'histoire d'un général français qui était resté d'ailleurs un petit peu plus longtemps. Qui a qui a aidé les Japonais à fonder une sorte de micro-république dans le nord du Japon qui a duré 2-3 mois, oui, un peu plus 6 mois. Jusque boutiste un petit peu. Oui. Mais d'accord, donc après, oui, donc ils ont été indirectement déjà à l'origine, puis après, ils ont chacun soutenu chaque camp, et donc envenimé, participé aussi, d'une certaine manière, au choc final entre les deux camps. Et donc, qui a vu la fin du Bakumatsu, donc le shogunat, comme on a évoqué. Mais au moins, c'est intéressant parce qu'on a un petit peu discuté. On a eu en toile de fond un petit peu le shogunat pendant une bonne partie de notre discussion. Et c'était intéressant de voir un petit peu comment ça s'est terminé avec l'influence européenne aussi. Écoutez, il est 22h15 déjà. Notre émission a commencé il y a 2 heures. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses. On a discuté de beaucoup de choses avec vous, Pierre-François Sohiri, ce soir. Je pense qu'on a fait un petit peu près le tour des choses avec lesquelles je voulais échanger avec vous. Je voulais vraiment vous remercier d'être venu, d'être venu échanger, d'être venu nous prendre le temps de nous expliquer tout ça. Moi, j'ai appris énormément avec vous ce soir. Je pense que les gens dans le chat et sur le stream aussi. Donc, merci beaucoup à vous parce que, comme vous me l'avez dit, vous n'êtes jamais venu sur Twitch. C'est une plateforme que vous ne connaissiez pas et vous avez je trouve, fait preuve d'ouverture d'esprit. J'ai trouvé ça très agréable et très sympathique de votre part. Donc, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler comme ça. Et puis, j'espère que ça a été très utile à vos spectateurs. Oui. En tout cas, moi, c'est un moment plutôt agréable. La manière dont on a fait. Merci beaucoup. Oui, les gens dans le chat, vous ne le voyez peut-être pas, mais je vous enverrai la rediffusion juste après par mail si vous le voulez. Vous remercie énormément pour d'avoir pris le temps, d'avoir été exhaustive, répondu à toutes les questions. C'est vrai que les questions partaient, on a parlé de l'origine de l'empereur, on a parlé du shogunat, on a parlé de jeux vidéo, on a parlé aussi de la fin du shogunat. Donc merci à vous d'avoir été aussi flexible à ce niveau-là et d'avoir été vraiment dans la discussion et dans l'échange. Et c'est tout à fait
comme ça que j'imagine cette émission, et c'était vraiment très sympathique de vous avoir aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous voulez lire les livres de Jean-François Souhiri, il y a notamment évidemment la nouvelle histoire du Japon que moi j'ai eu, il y a aussi l'histoire du Japon médiéval, mais vous m'aviez aussi recommandé, pour ceux qui veulent découvrir un petit peu l'histoire du Japon, de lire Les Guerriers dans la rizière aussi, donc l'histoire des samouraïs, qui est un bouquin, vous disiez, peut-être un petit peu plus accessible si on veut découvrir l'histoire du Japon. Oui, puis je vous signale aussi celui-ci, qui vient de sortir il y a 2 semaines, qui s'appelle L'Esprit de plaisir. D'accord. Une histoire de la sexualité et de l'érotisme au Japon, parfait. 17e, 20e. Je reviens volontiers pour vous en parler une autre fois. Ah bah écoutez, avec plaisir, pour nous redire que certains empereurs étaient des fils de pute. Écoutez, moi ça me va très bien. On vous le met en grand si vous voulez avoir la référence. N'hésitez pas à aller regarder. C'est super intéressant. Merci beaucoup Jean-François Souhiri. Écoutez, peut-être qu'on en reparlera une autre. Pierre-François. Pourquoi que je dis Jean-François, c'est Pierre-François Souhiri. Je savais que je ferais l'erreur une fois. Il fallait que ce soit sur la fin, évidemment. Merci beaucoup Pierre-François Souhiri. Je vous souhaite une excellente soirée et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci à vous, à bientôt. Bon, messieurs, dames, écoutez, c'était une bien belle soirée en tout cas. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi ce soir. C'était vraiment très... on a vu beaucoup de choses, on a discuté énormément de sujets. Voilà, c'était la première de notre live histoire, donc la première de notre saison. Une première qui en appelle beaucoup d'autres, j'espère, aussi riche, aussi divertissante, aussi intéressante, qui nous ouvre les horizons sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est vrai que le Japon, je ne connaissais pas, et j'ai appris... là, je vous jure, ma soirée est refaite. Pierre-François Souhiri qui a été d'une gentillesse incroyable. Donc c'était assez ouf. Je lui renverrai un mail évidemment pour dire combien de personnes vous étiez ce soir, et je lui renverrai la rediffusion pour qu'il voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc merci à vous en tout cas d'avoir participé, d'avoir posé des questions dans le chat. J'ai essayé de les poser au bon moment, d'être le plus de les insérer au bons instants pour que ce soit le plus fluide possible. Mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, et j'espère que vous aussi. Félicitations pour le glow up de ton émission. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de l'avoir suivi, bien sûr. Ça fait très plaisir. Donc, il est 22h18 désormais. Moi, je vais vous laisser là, je pense, pour ce soir. Je vais vous remercier d'avoir été là.